Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je reçois le coach et superviseur Jérôme Curnier qui a écrit une série d'ouvrages intitulée Coaching Global. Dans cet épisode, nous allons parler des 2 premiers volumes de cette collection, l'occasion d'évoquer avec lui 1001 sujets sur le coaching bien sûr. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, écoutez un homme qui jongle avec les modèles, écrit avec brio et explique avec clarté. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Jérôme Curnier, bonjour. Bonjour. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? À 6 ans, quand j'ai fait ma première communion, intérieurement, j'ai dit à Jésus, mais en fait, je suis pas né au bon moment. J'aurais voulu être ton disciple, j'aurais voulu te suivre. Mais imaginons que ce soit possible. Qu'est-ce que je dirais à mes parents ? Parce qu'ils seraient très tristes de me voir partir. Et aujourd'hui, ayant 6 ans, finalement, suivre le Christ tel qu'on l'enseigne d'une certaine manière dans l'Église chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire ? J'irai où ? À partir de cet âge-là, en fait, la question existentielle du sens de la vie, de où on va, d'où on vient, etc., était extrêmement présent. Et comme je suis né dans une famille où ma maman avait un problème assez important puisqu'elle était maniaco-dépressive ou bipolaire, comme on dit aujourd'hui, il y avait des sautes d'humeur qui étaient très importantes. Et mon père avait, au départ, suivi une formation pour être militaire. Donc, il a été militaire jusqu'à la guerre d'Algérie. Et puis, il a démissionné et il est devenu ingénieur à EDF. Mais le côté militaire, c'est-à-dire l'ordre, c'est l'ordre et il faut quand même le respecter, a donné un mélange dans mon existence d'enfant qui était très contrasté mais aussi très structurante. Mon père était très structurant et ma mère était très déstructurée, je dirais. La question qui s'est posée à moi, c'est comment vivre et comment donner du sens à une existence qui est si mouvementée émotionnellement, avec des pics maniaques et puis des pics dépressifs très très importants. Et donc très tôt, j'ai eu besoin de mettre en mots ce que je vivais et mon père avait une qualité fondamentale, c'est qu'il métacommuniquait. C'est bien plus tard que j'ai appris ce que voulait dire métacommuniquer. Lorsque j'ai suivi ma formation de coach avec Vincent Lénart, j'ai découvert qu'en fait, parler de l'impact de la parole était quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, j'ai très tôt eu envie de parler, pouvoir dire des choses et permettre aux personnes de comprendre leur propre fonctionnement et le sens de l'existence. Et donc ça a été extrêmement fondateur de ce début de vie, à la fois très aimant, parce que mes parents étaient très aimants, très religieux, parce que mes parents étaient très engagés dans l'église, mais aussi très psy, avec des histoires pas faciles à gérer. J'en ai presque fait mon existence professionnelle, puisque aujourd'hui je forme, j'accompagne, et donc la question de la parole, la question de trouver les mots pour l'autre, et aider la personne à trouver ses propres mots pour dépasser ses difficultés, c'est le cœur même de mon activité, de mon action professionnelle. Est-ce que tu te souviens des qualités que tu avais en tant qu'enfant ? La première qualité, c'était une curiosité par rapport à des sujets qui n'étaient pas du tout de mon âge. Comment ça fonctionne l'univers ? C'est quoi la psychologie ? C'est quoi la religion ? Quel est le sens de la mort ? Enfin, c'était des questions que j'avais très tôt et donc j'étais très curieux. Je savais assez tôt exprimer justement mes questions et poser des questions à mes parents, poser des questions à des amis de mes parents. Alors il se trouve que je suis le dernier de famille. Mon frère aîné avait 10 ans de plus que moi et mon deuxième 6-7 ans de plus que moi. Et donc j'ai toujours été entouré par des gens qui étaient plus âgés que moi. Et donc la sémantisation, le fait de mettre en mots est quelque chose qui s'est développé en moi très facilement. Donc la première qualité, c'est d'être curieux et de savoir exprimer ce que je désire dire de moi-même ou écouter ou poser des questions aux gens. Une autre qualité, j'étais assez joyeux. Et ça m'a quand même, à bien des égards, sauvé des difficultés qu'on traversait émotionnellement par le fait de ma mère. Sinon, une de mes aspirations, très tôt, ça a été d'avoir une vie de couple qui soit nourrissante pour partager dans l'existence une relation privilégiée et du coup vivre une vie à 2 avec un partage. Voilà, pour moi, c'était essentiel. Et quelles études as-tu fait ? J'ai suivi, par absence de vocation affirmée, des études de commerce. La particularité de cette école de commerce, c'est qu'elle m'a proposé de partir faire ma 3e année aux États-Unis et donc un MBA. Donc j'ai fait une école de commerce et un MBA. Et puis après, au bout d'une année de travail, engagé à partir de 23-24 ans, j'ai éprouvé le désir de creuser la dimension spirituelle. Je me suis engagé dans une communauté chrétienne, 1 année à plein temps et puis 2 années en continuant à travailler. Bien des années plus tard, je me suis formé à l'accompagnement spirituel ignatien avec une autre communauté chrétienne et je me suis rendu compte que se former à l'accompagnement ignatien, c'était vraiment une niche.
Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vincent Lénart, en 97, alors que j'assistais à une de ses conférences de présentation du parcours qu'il proposait pour devenir coach professionnel. J'ai vraiment tilté sur le modèle de la colonne vertébrale du sens et de l'identité. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux apprendre un métier dans lequel il s'agit d'unifier les différents niveaux d'identité, que ce soit son identité environnementale, ayant habité plusieurs années aux États-Unis. Est-ce que j'étais français? Est-ce que j'étais américain? Il était clair que j'étais français et que j'avais envie d'habiter en France. Mais la question de dans quel environnement je m'investis était tout à fait évidente. La question de quel est mon métier ou quelle est ma dynamique personnelle, psychologique ou quel sens je vais donner à mon existence, tout ça sont des réalités identitaires que Vincent Lénart a mis en lumière. Et je me suis dit, mais je me reconnais dans ce modèle-là et je veux être capable d'accompagner avec ce modèle-là. C'est pour ça que j'ai suivi la formation Coach and Team en 99 et puis j'ai poursuivi avec lui après. Mais vous aviez des atomes crochus. Alors, très fort, très très fort, oui. La quête spirituelle, c'est un élément en commun. Oui, ça c'était très fort. D'ailleurs, quand j'animais avec lui la formation, parce que je suis devenu ensuite enseignant, il y a quelqu'un qui m'appelait Pathé Marconi, la voix de son maître. Ça m'a un peu vexé et en même temps, il y avait une affection et une filiation avec son approche. On avait fait des études de commerce, il avait fait un MBA, il s'était engagé dans une communauté chrétienne. Moi, c'était pareil. Lui, il était psy et moi, j'étais pas psy. C'est la différence principale. Mais c'est vrai que quand je l'ai rencontré, je lui dis, en fait, tu es quelqu'un qui est capable de faire des feux d'artifice, mais tu ne fais pas des artificiers. Autrement dit, moi, ce que j'aimerais t'apporter, c'est mon côté de formalisation de ton enseignement, d'une part pour qu'il puisse être codifié, parce que à partir du moment où un enseignement est codifié, on peut le transmettre. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, pour apprendre, j'ai besoin d'écrire. J'ai travaillé à son contact pendant 5 ou 6 ans et j'ai passé 3 ans et demi à écrire son enseignement. Donc en fait, tu as fait de l'ingénierie pédagogique. J'ai fait de l'ingénierie pédagogique et surtout, je suis allé à la source de chacun de ses enseignements. Parce qu'en fait, tout créateur, à un moment donné, peut oublier ses racines en termes de cadre de référence. Je connaissais pas les cadres de référence au départ qu'il utilisait. Donc je suis revenu à la source de l'analyse transactionnelle. Bon, j'ai fait plusieurs stages avec lui de bioénergie et les bioscénarios, etc. Donc je me suis appliqué à comprendre d'où il venait parce que chaque découverte que je faisais me rejoignait profondément dans ma dynamique d'unification. Parce que je constatais que j'étais bien avec des psys, j'étais bien avec des prêtres, j'étais bien avec des gens qui faisaient du business, mais j'étais pas du tout unifié. Et c'est comme si j'étais un peu éclaté, un peu dans tous les sens. La dynamique de mon existence, c'est vraiment l'unification. Pour unifier, je vais visiter un certain nombre de cadres de référence, et puis ce que je fais, c'est que je les mets dans des bouquins, et puis ma qualité, c'est précisément de créer des liens entre ces différents cadres de référence, sans syncrétisme, mais sans opposition. Et donc, c'est comment on passe de tel cadre de référence à tel autre, au même titre que comment on passe de tel pignon à tel autre sur un vélo, avec un dérailleur. Ma spécificité, c'est d'être un dérailleur sémantique pour passer d'un cadre de référence à l'autre. Et du coup, à force d'étudier différents cadres de référence, j'ai fini par en savoir pas mal. Et du coup, en 2008, j'ai créé ma propre école, puisque je ne me suffisais plus de l'approche de Vincent Lénart, qui, à mon avis, était trop restreinte pour pouvoir vivre du coaching professionnel. Tu as créé des passerelles entre différents modèles, une sorte de go-between conceptuel? C'est des passerelles, oui et non, parce qu'elles existent. Mais c'est vrai que j'ai une flexibilité sémantique. Le simple fait que j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans, et ça m'a obligé, le fait d'apprendre une autre langue, à vraiment rentrer dans la grammaire de cette langue, d'autant que quand j'habitais aux États-Unis, je travaillais dans une boîte d'informatique et j'ai traduit les livres d'explication des logiciels et des choses comme ça. Pour moi, le fait de passer par l'écrit me permet une traduction qui émerge petit à petit. Donc on peut créer des passerelles, mais moi je les ai écrites, les passerelles. Et c'est ça que j'enseigne. Ça a été quoi tes premières expériences professionnelles après ton école de commerce? T'as parlé d'une boîte d'informatique aux États-Unis, peut-être d'autres expériences? J'ai commencé ma vie professionnelle d'abord dans une banque dont l'activité était d'offrir des crédits à des gens qui voulaient acheter des voitures. Et en fait, c'est dans cette entreprise-là que je me suis spécialisé en informatique. Parce qu'il se trouvait que mon patron voulait avoir des tableaux de résultats dans tous les sens. Et donc je suis devenu petit à petit un expert du logiciel, qui était un logiciel de site central, donc de gros systèmes. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du président de la filiale américaine de New York. Comme j'étais dans un tout petit bureau, ça m'a quand même beaucoup surpris que tout d'un coup, on me dise « Est-ce que vous êtes bien Jérôme Curnier ?» Alors, je dis « Oui. » Voilà, je m'appelle un tel, je suis le responsable de la filiale américaine de la boîte qui a fabriqué le logiciel que vous utilisez.
Et là, j'étais quand même extrêmement surpris. J'ai dit, mais comment vous savez que j'utilise ce logiciel? Et il se trouvait que j'avais envoyé mon CV à la boîte française qui était l'auteur du logiciel. Et comme ils avaient vu que j'avais fait un MBA, que je parlais anglais et qu'ils voulaient s'implanter aux États-Unis, en fait, ils ont envoyé mon CV. Et du coup, je me suis retrouvé à New York 2 mois plus tard comme directeur technico-commercial et qui m'ont dit, vous connaissez exactement le produit. Maintenant, vos clients, ça va pas du tout être une banque. Ça va être toutes ces grosses boîtes qui sont à New York. Et moi, je me suis retrouvé à 28 ans, responsable finalement de l'aspect technico-commercial. Et la petite histoire, c'est que mon patron piquait un peu dans la caisse. Pas beaucoup, il faisait du saupoudrage d'un point de vue comptable. Mon patron français m'a téléphoné en disant je me suis rendu compte que comptablement, il passait son temps à faire du saupoudrage. Et sache que par exemple, les bouquins traduits en anglais, il prétend que c'est sa mère qui les a traduits alors qu'elle avait plus de 85 ans. Et donc, il payait sa mère pour un boulot que moi je faisais. Donc il a été viré. Et donc à 28 ans, je suis devenu le président de cette filiale. Et je me sentais pas du tout à la hauteur. Mais en même temps, ça a été un peu à l'image de ma propre vie professionnelle. Ça a été beaucoup plus vite que mon développement psychologique me permettait justement de le vivre. Voilà, j'ai passé 1 année et demie en tant qu'étudiant MBA. Et puis 4 ans plus tard, j'y suis retourné pendant 3 ans entre 91 et 94. Et puis après, à l'époque, j'étais marié et ma femme m'avait dit « Je n'ai pas envie de faire des petits Américains, donc je veux rentrer en France ». Voilà, et je suis rentré en France en 94. Et c'est à partir de 95 que je me suis formé à l'accompagnement spirituel ignatien. Et puis après, en 97, quand j'ai rencontré Vincent Lénard, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le métier qui va me permettre de laïciser ce que j'avais appris au plan spirituel chrétien. Et donc, ça a été assez formidable parce que je pouvais enfin prétendre accompagner les personnes dans des dimensions personnelles et qui ne soient pas spirituelles ou existentielles, ni thérapeutiques parce que je n'étais pas formé pour ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a une approche laïque, le marché s'ouvre. Alors, quelles sont les expériences d'alors qui pourraient être un peu en germe du coach professionnel que tu es devenu par la suite ? La première expérience qui me vient à l'esprit, c'est l'expérience de former des personnels de la Bourse de New York à l'utilisation d'un logiciel qui permettait d'interroger finalement des millions de données pour tirer des tableaux de résultats et voir comment ils performaient. Et ce qui était une question classique, puisque j'étais français, c'était « mais est-ce que vous rêvez en anglais ou en français ?» La réponse que je faisais, c'était « est-ce que vous pouvez me dire quelle est la couleur de cette porte ?» Et donc, il me répondait « blue, green » ou je sais pas quoi. Avant que ça ne devienne un mot, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est d'abord une impression ? Et donc, le passage de la perception rétinienne à la sémantisation est un saut qu'on pourrait qualifier de quantique qui est énorme. Et je leur dis, moi, quand je rêve, j'ai d'abord des impressions. J'ai pas d'abord un vocabulaire. Le rêve ne se sémantise qu'au réveil quand il faut qu'on le raconte. Autrement dit, je leur ai dit, je ne sais pas répondre à cette question, ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, la structuration d'une langue donne à voir la psyché des personnes. La syntaxe structure beaucoup ce que l'on montre de son tempérament. Ça m'avait frappé. Et je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que j'avais réussi à vendre le logiciel au New York Stock Exchange et à Chase Manhattan, alors que j'étais incapable de vendre quoi que ce soit en français. La langue est chargée d'affects qui, tout d'un coup, sont encapacitants ou pas du tout encapacitants. L'acte de vendre ne se vit pas à l'intérieur de moi de la même manière selon la langue. Pourquoi c'est le germe du métier ? C'est que comme le métier de coach vise dans un premier temps à aider la personne à advenir à sa propre parole, ce qui nous arrive est d'abord une impression, c'est pas d'abord des mots. J'ai découvert beaucoup plus tard ce qu'était la sémantique générale et le passage de la perception immédiate rétinienne au mot, c'est un saut important, c'est une transformation importante. Et donc le fait d'avoir appris une langue étrangère qui n'était pas ma langue natale m'a permis de prendre de la distance par rapport à un certain nombre de choses. Et j'ai découvert, mais par ma vie, que changer les mots à propos d'une expérience changeait l'expérience elle-même et le rapport qu'on entretenait avec cette expérience. Et donc, je peux affirmer que cette expérience de formation dans une langue étrangère d'un outil informatique a été le lieu même d'une prise de conscience que mettre en mots était un travail. Et qu'à partir du moment où, dans mon enfance, mettre en mots était extrêmement protecteur, puisque quand une personne en face de vous est bipolaire et que vous êtes enfant, vous prenez en pleine figure les sautes d'humeur et le fait de mettre des mots aligne, temporise, apaise ce qui est vécu de façon très intense émotionnellement. Cette expérience d'enfant et cette expérience professionnelle aux États-Unis avec une langue étrangère m'a permis, quand j'ai rencontré le coaching, parce que pour moi ça a été une rencontre, et que au contact de Vincent Lénard, parce que j'ai été quand même très proche de lui, je comprenais vraiment ce qu'il disait à cause de notre histoire commune. Je me suis dit, effectivement, il y a un métier que je veux faire. Et les 2 événements que je présente ont été très utiles pour justement que je fasse mien ce métier. Il me semble qu'en sous-jacent, ce qu'il y avait déjà de présent à l'époque, c'était une capacité à faire du méta.
C'était une nécessité existentielle, sinon je mourrais. Et la facilité à expliciter ta pensée. Oui, c'est évident. Mais je le pathologisais. Je sentais que j'avais la capacité de faire du vélo et en même temps d'être à côté de mon vélo pour me regarder pédaler. Et donc je me suis dit, mais t'es schizo, mon pauvre ami. L'impression d'être dissocié presque. Exactement, l'impression d'être dissocié. Et quand j'ai entendu Vincent Lénart parler de la métacommunication, ou l'art de prendre de la distance par rapport à ce qu'on dit, le contenu, pour parler de la façon dont on le dit et de l'impact émotionnel de ce qu'on dit, tout d'un coup je me suis dit, mais je ne suis pas malade, au contraire, je suis quelqu'un d'assez doué pour ça. Au même titre que les jeunes qui font des jeux vidéo deviennent super bons pour faire du simulateur d'aviation s'ils veulent devenir pilote. J'avais tendance à pathologiser en disant je suis malade parce que je suis schizo, parce que je prends naturellement une position méta, qui s'est avérée être absolument indispensable pour le métier de coach. Et un atout. Et du coup un atout parce qu'il y avait des choses que je savais sans savoir que je les savais. Et depuis des décennies. Et depuis ma tendre enfance. Joël Guillon, qui est un autre de mes référents, a développé un outil qui s'appelle le mode opératoire identitaire itératif. Et il dit, entre 0 et 16 ans, nous développons un savoir-faire qui n'est pas du tout psychologique et qui est véritablement une capacité à transformer une situation A qui ne nous convient pas en situation B qui nous convient. Et il a appelé ça le mode opératoire. C'est-à-dire, c'est effectivement la façon dont on appréhende l'information et la vie et qu'on la transforme. Et c'est identitaire parce que ça parle de nous et c'est itératif. C'est-à-dire, on le fait tout le temps. Et donc, quand j'ai découvert la notion d'excellence dans l'action et de mode opératoire, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Dans mon mode opératoire, il y a le fait de pouvoir mettre en mots, parce que si nous ne mettons pas en mots, ce que nous vivons, on le prend en pleine figure, ça devient simplement brut de découvrage, et d'une certaine manière, on peut mourir de peur. Dès lors qu'on est capable de dire qu'on a peur de ça, on prend une distance. Et donc, la sémantisation est un acte absolument extraordinaire de mise à distance. Tu disais à l'instant que tu as suivi la formation avec Vincent Lénart. Qu'est-ce que tu retiens de cette formation ? La première chose que je retiens, c'est l'apport qu'il a fait pendant sa conférence sur ce modèle qu'il avait développé, la colonne vertébrale du sens, que moi après j'ai renommé la colonne vertébrale de l'identité. Et je me suis dit, mais c'est formidable parce qu'il est capable de nommer les réalités. Et ce que j'ai senti immédiatement, c'est qu'une réalité d'un niveau, par exemple professionnel, c'est notre métier, parle bien sûr de notre psychologie ou de notre vie personnelle, puisqu'on ne choisit pas les métiers indépendamment de notre histoire. C'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. En fait, l'essentiel, c'est de passer d'un niveau à l'autre, sans dichotomie, avec un dérailleur sémantique, pour pouvoir, alors qu'on utilise un même mot, pouvoir sentir la différence. Je vais prendre un exemple très simple. Si nous disons « j'ai une valeur, c'est la fidélité ». Cette valeur de fidélité, quand elle est prise au niveau personnel, je suis fidèle à mes parents, je suis fidèle à mon conjoint ou à mon épouse, ça a un certain sens. Mais si on le met au niveau de l'organisation, dire « je suis fidèle à mon organisation », c'est le même mot, mais ça n'a pas du tout la même intensité. Et ce qui se passe, c'est que les personnes, quand ils utilisent un même mot, ont tendance à véhiculer la même intensité. Et donc, il peut y avoir des confusions en disant « je ne peux pas quitter mon entreprise parce que je serais infidèle à mon équipe », par exemple. Faire travailler les gens en disant mais le mot fidélité va déjà se nommer loyauté, qui est pas tout à fait pareil par rapport à son équipe quand on est manager ou par rapport à son organisation. Et en fait, qu'est-ce que ça véhicule ? C'est-à-dire, c'est chargé de quels affects et comment on peut justement fluidifier ce même mot qui passe de fidélité à loyauté à mais comment vous le vivez au plan personnel ou comment vous le vivez au plan existentiel et comment vous le vivez au plan de votre équipe ou organisationnel. Ce passage d'un niveau à l'autre permet à la personne de se libérer. Le premier souvenir de cette formation, c'est ça. Le deuxième souvenir, c'est que moi, je suis dans une éducation de disciplina. C'est finalement, je deviens disciple de quelqu'un. Et quelque part, Vincent Lénart, ça a été, on pourrait dire, mon enseignant, mais ça a été mon mentor, ça a été mon superviseur. Et il a fallu que je fasse un gros travail pour m'en séparer parce que il s'agit pas de tuer le père, mais il s'agit de se distancier par rapport à ça pour prendre son autonomie. Et du coup, le deuxième point dont je me souviens, c'est l'affectio societatis qu'il y avait entre nous. On s'entendait extrêmement bien. Les résonances systémiques de nos propres histoires et la filiation. Toute modestie mise à part, je pense être celui qui comprend le mieux son enseignement. Ces références qu'il a au plan du management, au plan de la psychologie, au plan de la vie dans une famille très engagée, religieusement parlant, et au plan spirituel, j'allais dire on est cousins germains. Alors, il a 22 ans de plus que moi, ça c'est sûr. Mais il y avait cet attachement, je me suis dit, mais je suis comme un disciple. Alors, le problème du disciplinat, c'est qu'à un moment donné, il faut que le maître s'en aille. Et donc, j'ai passé 6 ans à son contact. Au bout de 6 ans, il fallait que je parte. Le fait de m'être séparé m'a permis tout d'un coup d'avoir le droit d'écrire ce que j'avais envie d'écrire.
Et ce que j'avais trouvé à la formation Coach Intime, c'était bien sûr des prémices d'unification, mais je ne considère pas que cette formation est suffisante pour devenir un professionnel de l'accompagnement ou un professionnel du coaching pour en vivre. C'est une amorce. Entre nous, comme la plupart des formations. Pas la mienne. Parce que la mienne, elle fait 500 heures, elle dure 2 ans et demi, voire 3 ans. Et pour moi, dans les formations, il y a la partie posture et la partie position. La partie posture consiste finalement à réfléchir à la fois à ses représentations, à ses valeurs et à ses croyances pour adopter la bonne posture intérieure pour accompagner l'autre. Et ça, c'est essentiel. Ça passe par un travail sur soi, de relecture de vie, éventuellement de travail thérapeutique. Ça passe par tout ça. Et développer la posture, ça prend un minimum de 18 mois. Et puis, il y a le travail de la position, c'est-à-dire pouvoir incarner la position de coach professionnel quand on s'adresse à des dirigeants, quand on s'adresse à des managers opérationnels. Pour développer la posture, il faut faire un travail sur le sens, avec des outils qui permettent à chacun de se positionner, de savoir pourquoi il a envie d'occuper ce rôle. Mais il y a un moment donné, il faut avoir les outils pour pouvoir accompagner. Je n'ai pas d'enjeu à être pro-analyse transactionnelle, pro-coach intime, pro-élément humain ou que sais-je. Et j'ai suffisamment suivi de formation depuis maintenant à peu près 25 ans que je me forme à ce métier et que j'en vis pour pouvoir justement dire voilà ce que Will Schutz il dit sur le sujet, voilà ce que la PNL, l'analyse transactionnelle dit. À partir du moment où on est dépositaire d'un savoir que on normalise dans un cadre de référence, comme ça a été le cas de Vincent Lénart, il s'enferme lui-même. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un système ouvert en disant je vais vous former à l'élément humain, je vais vous former à des éléments de coach intime. Je n'ai rien à défendre d'une certaine manière. Et du coup, ça permet d'avoir une approche qui n'est pas du syncrétisme, mais qui est dans l'orthodoxie de chaque cadre de référence, mais justement dans le maillage de ces cadres de référence qui est absolument indispensable. Les modèles principaux, tu les transmets pour qu'ils aient suffisamment d'outils, c'est ça ? Voilà, pour pouvoir à un moment donné dire la taille de ce que j'ai à traiter, il faut que je prenne un outil systémique. Ce dont moi j'ai eu besoin, c'est d'apprendre un certain nombre d'outils pour pouvoir adapter mon geste, donc ma position, à mon interlocuteur. C'est pour ça que je ne cherche pas à faire une espèce d'espéranto du coaching pour avoir un coaching universel. Mais à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de rendre compte de cadres de référence qui, en termes de granularité, permet d'accompagner la personne dans sa dimension existentielle, dans sa dimension personnelle, dans sa dimension professionnelle. De la même manière, accompagner une équipe de direction ou accompagner une équipe opérationnelle projet, les enjeux des personnes ne sont pas les mêmes. Et on ne va pas nécessairement utiliser les mêmes outils. C'est ça que je veux dire. Et donc, ce que j'ai éprouvé comme besoin, c'est de rendre compte dans une collection de la façon dont on accompagne avec quels outils pour traiter quel problème. Certains disent « l'outil c'est vous-même », c'est-à-dire on est à la fois l'instrument et l'instrumentiste de l'accompagnement, c'est vrai. Mais néanmoins, et ça c'est François Delivry qui le dit, il y a des béances conceptuelles qui pourraient être résolues dans la bonne maîtrise d'un cadre de référence. C'est quand même extrêmement pratique d'être formé à l'analyse transactionnelle parce que c'est à la fois une théorie de la personnalité, c'est une théorie de la communication, c'est une théorie de l'organisation, c'est une théorie de la supervision, une théorie de la thérapie. À un moment donné, bien connaître les cadres de référence, bien connaître les prémices qui sous-tendent ces cadres de référence et la façon dont on décrit le réel avec le cadre de référence, on pose des diagnostics et on intervient avec ce même cadre de référence, donc des outils, c'est quand même vachement utile. Et ce que je constate, c'est que les formations courtes ne prennent pas le temps d'expliquer ne serait-ce que la différence entre un outil de diagnostic, un outil de description et un outil d'intervention. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Ça veut dire que la formation que je fais, elle fait 500 heures. Les étudiants qui veulent être master coach en 12 jours, en 14 jours, moi je sais pas faire. J'imagine qu'ils passent un certain temps, les élèves coachs que tu formes, les combinaisons elles sont quasiment infinies, donc il faut apprendre à choisir ce qui semble la plus pertinent par rapport à la situation et aussi par rapport à ses propres appétences et ses facilités. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le cadre de référence, il existe en dehors de la personne. Et puis il y a un moment donné, quand on mange, on digère ce qu'on a ingéré et ça devient nous-mêmes. Et il est vrai que tout le monde n'a pas la même physionomie, est sensible ou a tel ou tel goût. Et donc, c'est important que les personnes puissent d'une part prendre connaissance des cadres de référence, mais aussi qu'ils puissent connaître leurs spécificités. C'est la raison pour laquelle, dans la formation que j'anime, lorsque j'atteins le 3e cycle, qui est le cycle de maître praticien, je leur propose sur 4 jours de faire une relecture de vie totale, vie personnelle et vie professionnelle, avec à la clé la découverte de son mode opératoire identitaire itératif dont je parlais tout à l'heure. De telle sorte qu'il ne soit pas un coach de plus sur le marché, parce que les SDF du coaching, il y en a plein, mais il n'y a pas beaucoup de coachs qui connaissent la spécificité de leurs gestes. Et ça prend du temps.
Et donc moi, dès la formation, je dis, je vais vous amener à découvrir la spécificité de votre geste, de telle sorte que vous sachiez dire quels sont les gens qui souffrent de ne pas vous avoir rencontré. Parce que les gens qui souffrent de ne pas vous avoir rencontré, ce sont précisément vos clients. Les amener à conscientiser leur ADN de pratique ? Absolument, leur ADN est une ADN de pratique, pas simplement professionnelle, mais une ADN de vie. Chacun est confronté à des situations dans l'enfance entre 0 et 16 ans qui ne leur convient pas. Et ils développent une expertise exceptionnelle justement pour transformer cette situation A qui ne leur convient pas en situation B qui leur convient. Qui sont leurs clients ? Des clients qui rentrent en résonance avec une situation A qui ne leur convient pas et qui veulent atteindre la situation B. Et donc il ne s'agit pas simplement d'apprendre un métier, il s'agit que ce métier soit le prolongement d'un bras de quelque chose qui est complètement dans l'ADN de la personne. Et ce travail-là, il n'est pas forcément fait de façon structurée. Il est fait avec l'intention, et il y a plein de formations qui disent « il faut que vous découvriez qui vous êtes ». Moi, j'ai structuré la relecture en 4 jours et aider les personnes dans leur offre lorsqu'ils la construisent, qu'ils la construisent selon leur chemin de résolution. C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est d'avoir des situations A. Vous avez A', je suis votre homme. Vous voulez aller en B', moi, je sais que naturellement, je vais en B, donc je serai la bonne personne. Et donc, tout le point, c'est de dire, mais quel est le chemin de résolution que je propose à mes clients, sachant que je vais les écouter avec ce que Joël Guillon appelait une matrice d'écoute. J'écoute les mots-clés qu'ils ont pour savoir si effectivement ces gens-là sont mes clients, indépendamment de ce que je comprends de la réalité organisationnelle, managériale ou professionnelle des personnes. C'est hyper important, parce qu'il s'agit de répondre à la demande et aux besoins. Mais en même temps, c'est de dire, mais je suis sûr que je suis la bonne personne, et ça ne tient pas simplement compte de la qualité de la formation que j'ai suivie, mais parce que je suis cette personne-là, je suis ce coach. La caractéristique, c'est qu'on devient plombier ou on fait un boulot de plombier. Et j'allais dire, la compétence suffit. Quand on est coach, comme on est à la fois l'instrument et l'instrumentiste, on est très lié à qui on est. On ne coache pas en dehors de qui on est. Jérôme, je te propose une première pause à notre entretien et nous allons écouter maintenant un extrait sonore que tu as choisi. Vous avez un nez très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Va le faire, mais laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Et qui sort son ruban, son bouffette, son ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec par négligence
Un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Il suffit! Je n'ai pas de gants? La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Alors il s'agit bien sûr de la tirade du nez, située dans le premier acte, scène 4, de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, jouée ici par Gérard Depardieu dans le film éponyme du réalisateur français Jean-Paul Rapneau, sorti en 1990. Pourquoi ce choix, Jérôme ? En 1977 ou 76, j'étais en 4e et j'avais un prof de français qui nous a initiés à l'Alexandrin. En l'occurrence, la pièce de théâtre qu'on avait étudiée, c'était le Cid, donc pas vraiment marrant. Racine, c'est pas le plus drôle, oui. Vraiment pas le plus drôle. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me fascinait dans cette rythmique. C'est absolument magnifique. Et je retrouve dans le propos d'Edmond Rostand cette rythmique extraordinaire qui maille à la fois une grande classe sémantique, mais aussi beaucoup d'humour, avec une capacité d'autodérision et de distanciation, qui donne à l'expression de l'émotion la plus laide une classe incroyable. Cyrano de Bergerac est un amoureux de Roxane, et que le pauvre, il a un tel nez qu'il ne peut pas prétendre générer chez Roxane, alors qu'il est déjà beaucoup plus vieux, un sentiment amoureux. Il y a quelque chose du drame de « j'aime et je ne suis pas aimé », il y a quelque chose qui parle du romantisme, il y a quelque chose qui parle de la beauté de mettre en mots ce qui est inaccessible et qui, de ce fait, le rend accessible. Et c'est ça qui me fascine. À tel point, entre 19 et 29 ans, j'ai écrit un roman en alexandrin et qui m'a permis, finalement, grâce à la mise en mots technique, parce que c'est éminemment technique, l'alexandrin, de bonifier ce que moi je ressentais. Et dans ce roman, il y a 3 personnages principaux, dont 2 femmes et un homme. Et un de mes fantasmes à l'époque, c'était de parler au féminin pour pouvoir exprimer ce que j'imaginais être la vie intérieure d'une femme. Et donc je me suis régalé en mettant avec des beaux mots ce qui pouvait ressembler soit à un fantasme, soit à une compréhension qui n'était pas forcément immédiate. Et ma compagne m'a demandé en 2019 si je voulais bien adapter le roman de Frédéric Dard, La vieille qui marchait dans la mer, en pièce de théâtre et de l'écrire en alexandrin. Et ce que j'ai fait dans les 15 premiers jours du confinement en 2020, c'est précisément, je me suis dit c'est formidable, là, j'ai du temps, je peux faire semblant d'arrêter de travailler. J'ai pris une quinzaine de jours pour écrire cette pièce de théâtre. Et donc l'alexandrin, pour moi, est un moyen d'exprimer de façon assez sophistiquée ce qui pourrait être simplement une expression fade d'émotion pas travaillée. Alors pour les auditeurs, je propose de recontextualiser cette scène. Cyrano, provocateur, se met à dos à peu près tout le monde, et notamment son rival Valvert, qui attaque maladroitement Cyrano sur son nez proéminent. Et ce dernier, piqué au vif, réplique, et c'est la tirade du nez. Cette réponse de Cyrano à Valvert sublime et répare ce nez outragé, et à l'issue de la tirade, Valvert ne parvient pas à répliquer autre chose que des insultes, ce qui conduit à un duel. Cyrano blesse son adversaire avec son épée, mettant ainsi fin au duel et achevant de le ridiculiser. Cette scène souligne à la fois l'extrême susceptibilité du personnage de Cyrano, mais aussi sa verve, sa culture, son humour et son grand sens de l'autodérision. En quoi ce choix pourrait aussi parler de toi, Jérôme ? Je ne suis pas un inventeur, mais je suis un assez bon interprète. Et ma façon d'interpréter, c'est précisément l'alexandrin. Ensuite, c'est vrai que quand je suis attaché aux choses, quand j'y mets du cœur, j'ai éventuellement du mal à accueillir avec un sourire entendu les critiques qui peuvent être exprimées. Et donc, le fait de mettre les choses dans des beaux mots ne m'enlève absolument rien au fait de ne pas être l'auteur du propos. Et d'autre part, de dépasser l'insulte qui me blesse en sublimant par la sémantique. Et c'est d'ailleurs un talent que je sais pas faire forcément en direct ou de façon collective. Par contre, mettre en mots sur la base de ce que je ressens, et notamment en coaching ou même devant un groupe, ça c'est essentiel. Et donc ça parle de moi. Et très souvent vis-à-vis de mes clients, je leur écris un petit quatrain en disant « voilà ce qui m'a touché chez toi ». Et j'aime y mettre des beaux mots parce que c'est eux qui m'ont inspiré ça, mais c'est quand même moi qui les mis en mots. Pour préparer cet entretien, quelques semaines avant, tu m'as envoyé la collection complète de tes ouvrages. Pourquoi avoir écrit une série d'ouvrages intitulés Coaching Global avec plus de 2100 pages au total publiées pour l'instant? Parce que sur le site, tu évoques 4 livres en cours d'écriture. L'objectif, c'est quoi? C'est les Rougon-Macquart?
Il y a une sorte de saga, mais la ligne éditoriale est assez simple. Dans un monde en mutation, être accompagné devient indispensable parce qu'on ne sait plus très bien où est le haut, le bas, on perd un peu le sens des choses et donc il y a besoin que les personnes soient accompagnées pour faire du sens, ne serait-ce que ça. Et il se trouve que les gens sont pris dans des réalités sociales et personnelles qui sont différentes. Toutes ces réalités-là, elles ont toutes besoin d'être mises en cohérence les unes avec les autres. L'enjeu de ma collection, c'est selon les niveaux logiques ou les domaines que nous traitons de la réalité existentielle ou de la vie d'une personne, comment on peut rendre compte de l'accompagnement qui existe. En tout cas, il y a un certain nombre d'ouvrages dont on va parler dans ce podcast et dans un autre, puisque je t'ai invité à participer à un deuxième podcast parce qu'il y a trop d'ouvrages pour en parler dans un seul, soyons clairs. Et ce que j'ai constaté, c'est que à chaque volume, il y avait une ascension dans les niveaux logiques. Et je me suis dit jusqu'où tu avais envie d'aller. J'ai envie de rendre compte de la façon dont on fait de l'accompagnement spirituel. Quand on parle d'accompagnement spirituel, il faut poser une anthropologie spirituelle. Et il est évident que la façon dont on va accompagner le mystère de l'homme sur le plan spirituel va dépendre de la façon dont on conçoit l'homme d'un point de vue spirituel. Et donc, mon but, c'était précisément de rendre compte de ça. Mais si on commence à parler, par exemple, des phénomènes de mort imminente, des phénomènes de réincarnation ou de cycle de vie, là, il va y avoir des guerres de clochers, voire des guerres de religion. Et compte tenu de mon histoire à la fois familiale, personnelle et d'engagement au plan confessionnel, j'avais envie de rendre compte de mon propre cheminement et de qu'est-ce qu'on peut dire de ce que c'est que son histoire sainte. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui est issu d'une famille chrétienne, en l'occurrence, très engagé dans la vie sociale, et puis qui a eu envie de devenir coach. Donc je me suis dit, je vais commencer par rendre compte de ce qui se passe dans la société pour savoir comment on peut accompagner jusqu'à cette réalité spirituelle. Parce que quand je vais parler de ce qui se passe après la mort, ou si on lit par exemple le livre des morts tibétains, il y a des mots, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mon enjeu, c'était d'être crédible avant, en disant si je vous parle des choses que vous connaissez, alors je parlerai des choses que j'ai expérimentées, dont je ne peux rendre compte que par un témoignage, ou dont je peux rendre compte parce que des gens ont théorisé le truc. Comme mon angoisse, c'est de pas trouver les mots pour dire des réalités qui sont innommables, et comme ça fait partie de mon mode opératoire, c'est-à-dire de mon excellence dans l'action, je me suis dit, je vais trouver une sémantique pour rendre compte de tout ça. Mais je voulais écrire le dernier bouquin, qui était au départ le 5e, parce qu'il y a 5 tomes. Et en fait, je me suis rendu compte que, en commençant par la base de l'intelligence collective, le premier bouquin, je pouvais faire un seul volume. Mais dès que j'ai abordé le coaching, c'est-à-dire l'accompagnement des managers, des dirigeants, des équipes, là tout d'un coup, un volume, c'était plus possible. Donc j'en ai fait 2 des tomes. Et à chaque fois que j'écris, j'ai en moyenne 2 tomes par niveau logique, si je puis dire. Alors, le focus sur le premier volume, intitulé « Accompagner les enjeux d'un monde en mutation ». Alors ma première question, Jérôme, les incertitudes et les turbulences favorisent-elles les besoins d'accompagnement ? Une turbulence, c'est un vent contraire ou un vent de côté. Il suffit d'avoir conduit à plus de 130 km/h sur l'autoroute. Lorsque vous avez du vent de travers, vous sentez que votre voiture peut effectivement chasser sur le côté, ou quand vous doublez un camion, tout d'un coup, l'appel d'air que ça crée, ça fait que on n'est plus complètement sur la ligne droite. Alors, c'est assez simple à décrire sur une autoroute, ça devient beaucoup plus complexe à décrire dans la vie d'une personne, qui est à la fois dans une logique de cible et une logique d'émergence. Chacun de nous essaye de trouver du sens à sa vie, on est mu par ça, et puis chacun essaye de faire au mieux, en fonction de ses aspirations, en fonction de ce qu'il comprend de lui-même, etc. Parce qu'on est quand même des personnes assez mystérieuses à nous-mêmes. Et donc à partir du moment où nous sommes confrontés à des turbulences, soit intérieures, soit extérieures, alors il nous faut un point fixe. Et j'aime bien ce film Apollo 13 de Ron Howard, où, à un moment donné, la capsule, là, ils savent plus très bien où ils sont. Et ce qu'il faut au pilote de la fusée, c'est un point fixe à l'extérieur pour pouvoir savoir sur quelle manette il doit appuyer pour corriger sa trajectoire. Quand il y a beaucoup de turbulences, le haut est en bas, le bas est en haut, ce qui est à droite est à gauche, ce qui est à gauche est à droite. C'est important d'avoir une personne qui va jouer le rôle d'une ancre flottante ou d'un point fixe à partir duquel les personnes vont pouvoir, sinon complètement s'orienter, au moins se stabiliser. Et ça, c'est le coach. Alors le problème, c'est que le coach, il est lui-même pris dans le système en turbulence. C'est la raison pour laquelle le coach doit faire un travail à la fois de développement personnel, de relecture de sa vie, éventuellement un travail thérapeutique pour au moins éviter les grosses projections, les choses comme ça. Mais il doit accepter fondamentalement de faire partie du système. Il est lui-même membre du système qu'il établit avec l'autre.
Et néanmoins, il y a quand même besoin en permanence d'avoir une espèce de tour de contrôle en disant bon, ce que je vais lui dire là, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi j'ai vécu, est-ce que je suis de l'ordre du témoignage ou est-ce qu'il vaut mieux que je lui pose des questions pour que lui émerge à sa propre parole? Enfin, toute cette dynamique du coaching qui est absolument passionnante et qui est le lieu même d'une croissance du coach. Et donc, il est fixe, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je parle plus d'une encre flottante que d'un point fixe, qui d'ailleurs, s'ils étaient vraiment un point fixe, ça pourrait poser des problèmes en cas de grosse vague. Parce que tout d'un coup, ça pourrait tirer la personne vers le bas si elle est effectivement ancrée à ce point fixe. Alors, comment le coach peut aider ses clients à appréhender le monde VUCA, le monde qui est en pleine mutation, en pleine évolution? Finalement, comment il peut l'aider? Déjà en étant ce que Vincent Lénart appelle être OK dans le chaos. Et donc, ça veut dire qu'il est au clair sur ses aspirations, il est au clair sur ce qu'il cherche. Il s'est interrogé sur mais pourquoi je vais aider les gens? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, apparemment, mais en fait, ils n'arrivent pas à s'aider eux-mêmes. Donc, ils sont dans une espèce d'épicénario positif. Finalement, en t'aidant, je m'aide moi-même. Et donc, celui qui se développe le plus, c'est le coach. Il y a forcément ça, donc il faut aller regarder. Mais il les aide quand même justement parce qu'il a fait un travail sur lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas de ses clients, même plutôt rarement. Il a travaillé des cadres de référence qui donnent des points de repère, qui donnent une sémantique. Et donc à partir du moment où on a une sémantique pour parler des problèmes, eh bien nous avons potentiellement des réponses parce que la sémantique structure aussi des réponses. Donc il peut aussi aider parce que il est dans une posture aimante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On s'aperçoit que la difficulté que l'autre rencontre est aussi liée au regard assez dévisageant qu'il a vis-à-vis de lui-même. Le rôle du coach, c'est précisément d'avoir un regard envisageant. L'expression n'est pas de moi, mais j'avais écouté d'un conférencier qui faisait une conférence sur le tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue. Et donc, dans ce tableau, les mains du père sont sur le dos du fils prodigue qui a une chaussure et puis l'autre est complètement foutue. Et il a une main masculine et une main féminine. C'est très très beau à regarder. Et ce prof qui nous faisait donc un exposé sur ce tableau, il disait « Regardez combien ses mains sont envisageantes ». C'est-à-dire, elle n'épingle pas. C'est la raison pour laquelle je dis, en fait, il faut qu'il ait un regard aimant. Ça exige de la part du coach quelque chose de très précis, c'est que lui-même se soit envisagé au lieu de se dévisager. Sans complaisance, mais avec une certaine exigence. Et donc, le coach, il a fait ce travail et il fait ce travail en permanence. Dans ma méditation, alors que j'ai 59 ans, en ce moment, je suis beaucoup en train de travailler sur je m'accueille inconditionnellement dans mes parties, bien sûr, lumineuses, mais aussi sombres. Et tout ce qui est rejeté, finalement, se refoule et le refouler a une énergie qui, finalement, n'est pas forcément très contrôlée. Le Cantique des Cantiques qui dit cette phrase « L'amour est plus fort que la mort ». Il aurait fallu traduire le texte par « Seul l'amour permet la transformation » parce que le mot « mort » est égal à transformation. Et pour qu'il y ait cette transformation, il faut de l'amour. C'est pas à grands coups de ceinturon qu'on fait changer quelqu'un. C'est à grands coups d'un regard bienveillant, voire d'un regard miséricordieux. Je parle d'une identité chez le manager qui doit être une identité de responsable compassionnel. Le vrai manager ou le vrai tuteur de sens, il a besoin d'avoir développé une instance psychique qui est éminemment bienveillante avec lui-même pour pouvoir regarder ses personnels, non seulement dans ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi dans ce qu'ils pourront faire plus tard. C'est vraiment un regard envisageant, voire projetant dans la dynamique transformationnelle de la personne, dans l'avenir. Or, c'est pas si facile. On a tous rencontré ces types qui, à un moment donné, vous ont donné envie de vous lever, d'aller de l'avant. Je pense effectivement que les dirigeants, quand ils sont coachés, prennent conscience, dans leurs différentes identités managériales, de potentiellement cette responsabilité civile qu'ils ont de devenir des responsables compassionnels. Quand j'accompagne quelqu'un qui a une vision globale sur un centre de profit, etc., j'essaye de dire, mais est-ce que vous vous regardez avec bienveillance ? L'enjeu du coach, c'est s'étant bien regardé dans sa responsabilité civile de responsable compassionnel vis-à-vis de lui-même, eh bien, il peut inoculer le germe de ce regard particulier. Est-ce que tu peux expliquer le maillage entre le développement personnel et le développement professionnel que tu évoques dans ce livre ? Et je pense que c'est important de l'expliciter parce qu'il pourrait y avoir de la confusion. Pour moi, il y a deux choses pour être équilibré. Il y a le développement personnel et le développement professionnel. Le développement personnel peut ne pas avoir le vent en poupe et être très valorisé. Le développement professionnel peut être survalorisé. Le point clé, c'est l'équilibre entre les deux. Et donc, pour qu'il y ait équilibre entre les deux, moi j'ai éprouvé le besoin d'abord de donner un mot, de sémantiser une cible.
Le développement professionnel a comme cible l'excellence. Quand je parle d'excellence, je parle bien d'excellence dans l'action, selon le modèle de Joël Guillon du mode opératoire identitaire itératif. L'objectif sous-jacent, tel que je le nomme du développement personnel, c'est le rayonnement. Et si on maille le rayonnement et l'excellence, on obtient des gens extrêmement vivants, et j'ai donné le mot de dense. Le synonyme de dense pour Teilhard de Chardin, c'est les hommes glorieux. C'est cette gloire à laquelle nous sommes appelés qui maille effectivement notre excellence et le rayonnement qu'on a. On est tous pris dans une dynamique à la fois personnelle et professionnelle où souvent on est tiré à hu et à dia, soit par l'un, soit par l'autre. Le point clé pour être équilibré pour moi, c'est justement de développer en conscience son rayonnement et développer en conscience son excellence. Et quand je parle de rayonnement, je pourrais parler d'être séduisant. Moi, ce que je constate, c'est que les gens qui sont très rayonnants rayonnent de quelque chose. On est comme attiré par ces personnes-là. Elles sont pas dans la séduction, mais elles sont séduisantes. Et de la même manière, des gens particulièrement excellents, on a envie d'être à leur contact parce qu'on apprend. Les deux sont indispensables parce que l'enjeu, c'est de faire des gens denses, de telle sorte qu'ils sachent, en étant debout, être en face de ce qui se présente, vont prendre position pour être responsables, c'est-à-dire capables d'une réponse, sachant que le mot responsable a une autre signification étymologique, c'est ma parole a du poids. Et pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la publicité, etc., magnifient une parole qui n'a plus aucun sens. Et donc l'enjeu, c'est précisément que les personnes deviennent responsables, c'est-à-dire d'une part capables d'une réponse et d'autre part que leur parole ait du poids. Et il ne s'agit plus de les dichotomiser, en fait il s'agit de combiner les deux. Moi, je fais systématiquement les deux lorsque j'accompagne quelqu'un, même si la demande porte dans un premier temps exclusivement sur une dimension professionnelle. Et donc, dans les propositions commerciales que je dis, souvent les personnes ont 40 ou 45 ans quand je les accompagne, et je dis, le passage à l'âge canonique, c'est-à-dire 40 ans, c'est un passage où tout d'un coup, on va agir pour soi, et le temps du coaching devient un lieu de revisite de toute son existence professionnelle et personnelle, qui justement va amener les personnes à créer une unité intérieure, puisque c'est ma dynamique. Donc j'essaye de développer de l'unité. Est-ce que favoriser l'intelligence collective en entreprise est le meilleur moyen pour faire face aux incertitudes ? J'ai envie de répondre comme si j'étais en 1942. On s'est rendu compte que les équipes aéroportées, notamment pour le débarquement en Normandie, l'espérance de vie de ces gens était la semaine. Alors la qualité relationnelle au sein des équipes est devenue première. Compte tenu des enjeux, qu'est-ce qui va avoir une vraie qualité ? C'est la relation et c'est cette intelligence collective. On dit souvent tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, mais si on arrive à générer une intelligence collective, c'est-à-dire unie, on va plus haut. La plupart du temps, ce troisième volet est mis de côté. L'enjeu du travail avec les équipes, en face de l'incertitude, c'est précisément de leur apprendre à développer de la coopération qui repose d'une part sur la mise en cohérence de fonctionnement de l'équipe, mais aussi sur le développement de la cohésion qui relève ni plus ni moins que de la qualité relationnelle interpersonnelle et la connaissance de soi. Ça résout pas ou ça n'enlève pas le danger, mais ça crée une unité qui, malgré, entre guillemets, les vicissitudes, va amener les personnes à dire « ça valait le coup quand même d'essayer ». Donc ça apporte une autre dimension, un autre regard sur ce qui est à vivre. Absolument. Et ça en capacite. Ça en puissance, tu veux dire ? Oui, c'est exactement ça. À présent, je te propose un focus sur le tome 1 du 2e volume intitulé « Fondamentaux du coaching et accompagnement des managers ». Alors, quels sont les fondamentaux du coaching selon toi ? Premier fondamental, disposer d'une anthropologie. Une anthropologie managériale, une anthropologie existentielle, une anthropologie spirituelle. On n'en a pas besoin de l'anthropologie spirituelle, mais c'est quoi le sens de l'existence ? C'est quoi la place de l'homme, etc. En tant que coach, c'est important de l'avoir. Être au clair avec certaines thématiques existentielles. Existentielle ou identitaire. Quand on parle d'une identité, il y a l'identité biologique, on a une identité psychologique. Et puis, il peut y avoir des identités spirituelles. Moi, je me réclame d'une anthropologie spirituelle où le sens de la vie, c'est de trouver son histoire sainte et de devenir un éveillé. Tout d'un coup, on se rend compte que la sémantique n'est pas la même. Donc le premier fondamental, c'est est-ce qu'on est au clair sur l'identité et l'anthropologie, c'est-à-dire la façon de voir ce qu'est l'homme pris dans sa réalité qu'on va précisément accompagner. Le deuxième point, c'est de disposer d'un certain nombre de concepts. Au-delà de l'anthropologie, c'est des concepts qui racontent comment ça marche, des concepts et des modèles. Et puis ensuite, il faut des protocoles, c'est-à-dire comment je vais accompagner. Donc on a l'anthropologie, on a les concepts et les outils, puis on a les procédures. Dans l'entreprise, c'est super important de connaître les procédures pour accompagner. Donc on fait pas n'importe quoi, c'est très structuré. Ça a commencé à se structurer de façon très marquée à partir des années 2000. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul DRH qui n'est pas conscient de comment ça marche. Pour moi, c'est ça les fondamentaux.
Ensuite, il y a le fondamental qui s'applique à la personne. Qu'est-ce qui fait que je veux faire ce métier ? Et comment je vais l'occuper ? Voilà, c'est ça les fondamentaux. Est-ce que tu peux nous parler du DIAM ? C'est un acronyme qui est présent dans le livre et qui reprend une partie, en tout cas, de ta conception du coaching, on pourrait le dire comme ça ? Quand on veut gagner sa vie avec ce métier, il vaut mieux aller chercher l'argent là où il est. Du côté des entreprises, oui. Et donc, pour pouvoir prétendre accompagner quelqu'un, il faut avoir une représentation de ce que c'est qu'un manager, il faut avoir une représentation de ce que c'est qu'une équipe ou un dirigeant ou une organisation. Le DIAM, qui veut dire le développement identitaire autonome managérial, avec l'idée que cette identité, c'est un véritable diamant. Quand j'accompagne un manager ou un dirigeant, je dis souvent que j'accompagne 3 chantiers. Le chantier de la connaissance de soi, et donc du travail sur soi, le travail de renforcer son identité managériale et le travail de projection de soi. En fait, toutes les questions relatives au coaching dans le champ professionnel en tant que manager ou dirigeant tournent autour de ces 3 chantiers. En fait, il faut que j'arrive de façon très simple à véhiculer une formulation de ce que je vais faire. Dire, vous allez mieux vous connaître, vous allez renforcer votre identité managériale et vous allez vous projeter, c'est des choses que tout le monde comprend de façon assez immédiate. Même si, dans le DIAM, je mets un certain nombre de choses dont les gens n'ont pas conscience au départ. Notamment les identités managériales. Alors Vincent Lénard parle de responsable donneur d'ordre, de responsable ressources, de responsable porteur de sens. Moi j'ai changé ça en responsable donneur d'ordre, responsable ressources et responsable tuteur de sens. Mais j'ai ajouté la notion d'Alain Cardon de responsable transitionnel et j'ai ajouté moi la façon de penser notre responsabilité civile en responsable compassionnel. Donc pour moi il y a 5 identités managériales que la personne doit incarner. Donc ça c'est un sujet que je vais aborder. Doit incarner ou s'approprier parce que c'est pas toujours intuitif. Ah ben non, ça l'est pas. Ce qui va être important, c'est finalement ces identités, c'est quoi leur valeur ? C'est quoi leurs croyances ? C'est quoi leur comportement clé ? C'est quoi leur paradigme, on va dire ? C'est-à-dire comment je regarde les choses et comment je les traite. Et on va se rendre compte que selon les identités managériales, on va pas du tout regarder le monde de la même manière. Ça, c'est évident. C'est important de pouvoir amener les personnes à prendre conscience de ça. Un autre sujet qui est quand même éminemment important dans le rôle de manager, c'est l'animation d'équipe. Il s'agit de la manager, il s'agit de l'accompagner à grandir, il s'agit de savoir générer de la cohérence de fonctionnement et de la cohésion d'équipe, il s'agit de savoir réguler, il s'agit de savoir ce que c'est qu'un processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Tous ces termes appartiennent à certains cadres de référence. Dans l'accompagnement, on va faire une montée en culture de ça. Mais c'est pas une montée en culture comme on fait dans les petites classes ou au lycée en disant voilà le programme, il faut que vous l'appreniez. Non, c'est toujours en intelligence de situation où on va disposer de cadres de référence qu'on va pouvoir inoculer parce que c'est nécessaire pour la personne de les utiliser. Ce sont ces différents sujets que j'aborde dans le DIAM. Alors j'en ai listé 6, dont la motivation, dont le fait d'être OK dans le chaos, le fait de se connaître, le fait de savoir faire le distinguo entre soi et l'autre, le fait d'avoir une représentation de ce que c'est le changement, de ce que c'est que l'homéostasie, de ce que c'est qu'une rétroaction positive ou négative. Enfin, autant d'éléments qui sont constitutifs de la vie des systèmes et dont le manager est garant, peu ou prou, normalement. Alors, quels sont les principaux thèmes d'accompagnement des managers selon toi ? Il y a les identités managériales, il y a la notion de motivation, il y a la notion d'animation d'équipe, il y a la notion de prise de décision. Qu'est-ce que c'est une décision stratégique, une décision tactique, une décision opérationnelle ? On s'aperçoit qu'il y a plein de théoriciens qui ont réfléchi à ça. Il ne s'agit pas de donner ce que les théoriciens disent, mais de pouvoir appuyer son accompagnement avec des cadres de référence où je dis là, vous êtes en train de prendre une décision opérationnelle avec des principes stratégiques. Ça va pas du tout, quoi. C'est-à-dire que la gestion du temps n'est pas la même. Il y a tout ça à gérer. Et notamment aussi, c'est comprendre comment on est motivé, comment on peut rester motivé, quel est l'équilibre qu'on doit maintenir entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Un exemple très simple, c'est comment je me déconnecte. Et donc un dirigeant, il a une approche totalement syntonique de sa vie, c'est-à-dire sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est tout un, quoi. Et donc il se noie, donc il faut séparer les choses pour pas tout mélanger. Remettre du cadre. Remettre du cadre, oui. Alors je te propose de poursuivre avec le tome 2 du 2e volume intitulé « Accompagnement des dirigeants et coaching d'équipe ». Qu'est-ce qui est spécifique au coaching de dirigeants ? C'est les mêmes, mais avec une intensité différente. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui n'a pas de vision, qui ne sait pas où il va, ça a une incidence bien plus forte sur son entreprise que quelqu'un qui est dans la même difficulté alors qu'il est simplement manager. Il est plus haut dans le système et à ce titre, ses difficultés intérieures vont avoir une incidence plus importante. Ensuite, la plupart des dirigeants sont devenus dirigeants en posant un acte très isolant. Je suis devenu le premier parce que j'ai tué mon père. Le paradoxe, c'est qu'il pense que comme il a réussi en tuant le père, il faut qu'il continue à tuer ses collaborateurs pour rester unique tout en haut. C'est un grand danger. Et c'est d'autant plus dangereux qu'il a du pouvoir.
Un autre point, c'est que s'il n'a pas une représentation de ce que c'est qu'une organisation, ça va poser un problème. Les dirigeants, ils deviennent plus dirigeants par effectuation que par vrai projet initial. C'est-à-dire, ils savent faire des bougies, donc ils fabriquent des bagnoles. Ils disent, il faut que j'apprenne ce que c'est qu'une carrosserie, un levier de vitesse, etc. Mais moi, mon talent, c'est de fabriquer des bougies. Et donc, ils fabriquent tout un ensemble de choses dont il n'est pas spécialiste pour créer une offre qui va répondre à ce qu'il a perçu comme étant une demande potentielle. Qu'il arrive à récupérer les signaux faibles à droite, à gauche en regardant l'environnement et il se dit, je vais fabriquer une réponse à cette demande émergente. Il n'a souvent pas fait d'études pour avoir une représentation de ce que c'est qu'une organisation. Tout au mieux, il sait ce que c'est qu'une chaîne de valeur, mais c'est pas que la chaîne de valeur qui est importante, c'est aussi la gestion des hommes, etc. Donc, il a besoin d'avoir une représentation de l'organisation et il a besoin de quelqu'un qui lui dit, mais quelle représentation vous faites ? Il a aussi besoin, et ça c'est spécifique, d'avoir une vision systémique des choses. Comment ça fonctionne dans un système ? Et la plupart du temps, il n'en sait rien. Et donc il est important qu'il appréhende sa réalité avec des outils conceptuels et très pratiques sur comment je regarde la situation. C'est d'autant plus important qu'il a un impact important sur le reste des personnels et finalement de la vie de l'entreprise. Ensuite, en matière organisationnelle, il faut quand même qu'il se tienne au courant. Comment vous voyez les choses pour faire évoluer votre système et comment vous êtes motivé, comment vous transmettez. Ces choses-là sont beaucoup moins prégnantes quand on accompagne des managers et beaucoup plus prégnantes quand on accompagne des dirigeants. Il me semble que les nouveaux systèmes de gouvernance sont encore beaucoup à l'étude et à l'expérimentation. Bien sûr, et c'est là où l'expérience même du coach va être éventuellement surdéterminante. Parce qu'on dit souvent, il faut pas être un spécialiste du domaine de la personne qu'on accompagne. Oui, mais quand même. À partir du moment où moi, je suis un indépendant, même si je travaille avec des dirigeants, ils savent que moi, si je me lève pas, il se passe rien. Je suis regardé comme quelqu'un qui a su se mettre à son compte psychologiquement pour justifier un revenu. Donc, il y a une possibilité de transfert entre les deux personnes. Si, quand je dis que j'ai passé 4 ans aux États-Unis, que j'ai travaillé en milieu international, c'est plus facile quand je travaille dans des grosses boîtes comme ST Microelectronics, comme Renault Trucks. Ils savent me demander, est-ce que tu peux coacher en anglais ? La réponse est oui. Je deviens une surface de transfert où on va me confier des missions. Certes, je ne suis pas un spécialiste ni des camions, ni je travaille chez Air Liquide, je suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Mais néanmoins, j'ai une expérience professionnelle suffisante et un âge où les gens peuvent se dire, on va le laisser nous convaincre de son truc, quoi. Ça devrait rouler. Est-ce que tu aurais des exemples d'accompagnement de dirigeants, ceux qui te semblent les plus, croustillants ou étonnants ? La première remarque que j'ai envie de dire, c'est quand on parle de coaching de dirigeants, tout de suite, on voit des entreprises du CAC 40. En fait, on s'aperçoit que les CAC 40, comme son nom l'indique, ils sont 40. Si on est 30 000 ou 50 000 coachs en France, globalement, on va pas tous pouvoir y aller. Donc moi, les dirigeants que j'accompagne, ce sont des dirigeants de PME. Et je pense notamment à un couple. Ils vendent de la franchise. Et donc, ils accompagnent leurs clients à devenir des primo-franchisés. Et il se trouve que le dirigeant, c'est pas un dirigeant, c'est monsieur et madame. Et donc, ils sont mariés. Et c'est Jacques-Antoine Malarevitch qui dit, quand on arrive dans une entreprise, il faut toujours écouter la petite musique que dit l'entreprise. Et donc là, on est dans une particularité, c'est qu'on est dans une entreprise familiale. Et l'entreprise familiale, il y en a beaucoup. Et alors là, la confusion entre la relation de couple, la relation aux employés qui est analogue à la relation aux enfants, au népotisme. Toi, fils, t'as pas fait d'école, mais je vais te mettre responsable du marketing digital parce que ça t'intéresse. Toutes ces choses-là existent. Et donc, la demande qui m'était formulée, c'est nous sommes un couple. On s'entend pas forcément très bien et on est patron de notre entreprise et elle est importante pour tous les deux mais pas pour les mêmes raisons. Est-ce qu'on peut faire de la thérapie de couple ? Et donc ils étaient très au clair de ça. Et je leur ai dit mais ça pose un problème de fond. C'est-à-dire que vous me demandez de conduire en étant non pas thérapeute, c'est-à-dire au siège du conducteur, mais en étant à côté. C'est-à-dire je suis coach, je suis pas du tout thérapeute. Par contre ce que je peux travailler avec vous, c'est la connaissance que vous avez de vous-même et de voir comment vous communiquez dans le champ professionnel. Je suis pas là pour faire que vous vous entendiez. Je suis là pour créer les conditions de savoir si vous vous séparez. Et donc ça a été tout à fait étonnant parce que ils ont accepté, parce que manifestement on avait un bon fit et moi j'avais envie de les accompagner, mais la formulation initiale elle est pas du tout par rapport à mon champ d'application. Et donc je leur ai fait une longue proposition en disant on va faire du pas à pas. Je vais vous proposer chacun que vous connaissiez avec un outil psychométrique, en l'occurrence c'était la ProcessCom, et donc je vais regarder qui vous êtes et je vais vous amener à vous présenter dans qui vous êtes et regarder vos dysfonctionnements que vous qualifiez organisationnels et conjugaux, plutôt dans des dysfonctionnements de communication. Ça a été un travail formidable. Et après ils ont dit bon ça y est, on s'est quand même bien réconcilié, on sait que maintenant on veut aller habiter Nice. Ils ont dit mais en fait on n'a pas besoin d'être à Paris. Et donc il y avait plein de représentations sur comment fallait être dans une organisation sans tenir compte de qui ils étaient. J'étais
très à mon aise parce qu'en fait, il s'agissait de comprendre comment ils généraient leur dysfonctionnement en n'ayant pas appris à communiquer parce qu'il y avait des enjeux qui étaient très importants et qui n'étaient pas de l'ordre du professionnel mais qui venaient effectivement contaminer ça. Et donc on a travaillé là-dessus, puis après je leur ai dit, mais maintenant si vous voulez, on peut travailler sur l'organisation. C'est-à-dire comment vous allez justifier que c'est votre fils qui s'occupe du marketing digital, comment vous allez justifier que c'est votre fille qui, par rapport à toute une équipe, qui vit ça comme du népotisme. Ça, je les ai accompagnés pendant 3 ans et j'ai trouvé ça super. Mon propos, c'est toujours d'accompagner dans la durée. Finalement, l'accompagnement des dirigeants, c'est accompagner un sujet organisationnel qui est assez clairement identifié, mais quand même qui est très ramifié, donc forcément sur la longueur. Donc les one-shots, tu refuses? Alors, c'est pas que je refuse, parce que faut bien vivre. Ce qui est très important dans le coaching, c'est toujours de faire du design to requirement. Autrement dit, qu'est-ce que me demande la personne? Et je vais mettre en place un dispositif d'accompagnement qui vise à répondre à la demande tout en étant conscient qu'une demande peut en cacher une autre, qu'il y a d'autres besoins et que le coaching est terminé lorsque les besoins sont traités et pas tant la demande. Mais ce qui se passe, c'est que un client content, parce qu'il a eu un coaching, si les managers ou si les dirigeants, il faut absolument que tu fasses ça avec mon équipe de direction, c'était génial. Donc en quelque sorte, tu fais le pari que si ça se passe bien, peut-être qu'il y aura une deuxième ou une troisième intervention possible. Oui, le modèle que j'ai, c'est les travaux dans la maison. En 2004, j'ai acheté une maison et on se posait la question de savoir si on allait faire tomber une cloison. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit non, on n'a pas le budget. Et puis quand le maçon, il a été là et qu'on s'est rendu compte que ça allait pas du tout, on lui a dit vous pouvez le dégommer, le mur là. Il l'a dégommé, ça a été un petit peu plus cher, mais c'était pas aussi cher que si on arrêtait l'intervention et puis qu'on la reprenait 10 ans plus tard. Et donc en fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire c'est un pas après un autre. Je te propose qu'on en reste là pour ces 3 premiers livres. L'invitation pour les auditeurs de lire les ouvrages en entier, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus en profondeur sur les différents thèmes qu'ils regorgent, parce que pour le coup, c'est extrêmement riche. Lisez toujours les introductions, parce que dans les introductions, c'est si vous avez manqué le début. Et du coup, on peut prendre à partir de n'importe quel livre. Donc, allez là où votre cœur vous conduit. C'est vrai que le premier, c'est l'intelligence collective. Les 2 suivants, c'est le coaching. Les suivants, c'est le travail sur les croyances. Après, il y aura l'accompagnement existentiel, l'accompagnement spirituel pour le 4e et le 5e. Lisez aussi avec la table des matières. Alors, je te propose maintenant un petit jeu. J'ai mis sur le bureau une 30aine de petits papiers sur lesquels tu trouveras des numéros qui correspondent à des questions que tu n'as pas du tout eues en amont. Donc tu vas tirer au sort un premier petit papier. 13. Quels sont les prérequis pour devenir un bon coach et les qualités à développer? Première condition pour être un bon coach, il faut en avoir envie. C'est quand même un métier qui est très sophistiqué, qui exige d'avoir des compétences en management, en psychologie, en sociologie. On a besoin aussi d'avoir fait une relecture de son existence, de se connaître un peu, de savoir quels sont nos angles morts, enfin tout ça. Toutes ces choses-là sont importantes et demandent un engagement dans la durée. Pas forcément très profond tout de suite, mais dans la durée. J'ai commencé mon travail thérapeutique en 1991, on est en 2023. Ça fait quand même plus de 30 balais que je vais voir des gens pour travailler sur moi. La deuxième condition, c'est aimer les gens. Tous les coachs que j'ai rencontrés ou apprentis coachs qui voulaient mettre les points sur les i et les barreauter, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de pointer chez l'autre ce qui ne convient pas et de lui expliquer comment il faudrait qu'il fasse, bien que ça puisse être une tentation. Parce que de temps en temps, on a envie de rentrer dans le lard, en disant les systèmes finalement prétendent qu'ils veulent changer, mais derrière toute demande de changement, il y a une demande de non-changement. Donc, il faut quand même les aimer et d'être dans une logique où on ne va pas reprocher à l'autre de ne pas digérer le processus qu'on propose. Et dans ces cas-là, il faut savoir se retirer. Donc, la troisième qualité, il faut aimer faire des châteaux de sable qui ne dureront que le temps d'une marée. Parce que les réalités systémiques, politiques, organisationnelles, elles sont tellement prégnantes que nous sommes plus dans le fait de semer du gazon et on se dit peut-être ça va pousser. Mais pour un qui pousse, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, le monde ne se transformera pas si chaque individu ne se transforme pas. Autrement dit, on est souvent dans une logique de changement extérieur. Il faut changer ceci et cela. Mais en fait, il ne peut y avoir de changement extérieur sans transformation intérieure. Et donc, il suffit qu'une personne se transforme pour que les changements soient beaucoup plus efficaces. Et il y a un chiffre critique qui est de l'ordre de 15 ou 20%. On peut remarquer qu'un président de la République, il est élu avec un premier tour à 20 à 24%. Ça veut dire qu'un quart de la population des votants peut faire qu'une personne devienne présidente. Autrement dit, si on arrive à transformer 15 à 20% des personnes, voire même un peu moins, alors il va y avoir un changement massif. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais je le fais pas pour réussir, je le fais parce que j'aime ça. Et du coup, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Peut-être qu'il va y avoir un vrai changement, une vraie conversion intérieure.
Et donc c'est ça la dynamique de transformation, c'est 10 ou 15%. Et c'est pour ça que je dis, il faut aimer faire des châteaux de ça, parce que la politique, la marée, va tout effacer en disant « Ouais, mais c'était super ce château ». Il faut aimer le chemin, pas le résultat. Après, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que le point clé va être de bien apprendre son métier. Et bien apprendre son métier va passer par des bonnes écoles. Il doit y avoir 150 écoles et toutes les écoles forment pas la même chose. Pour les gens qui veulent se former, soyez exigeants dans l'entretien initial, renseignez-vous, demandez des témoignages, appelez les gens qui se sont déjà formés. Et puis, sentez si vous avez un bon fit avec l'équipe pédagogique, parce que vous allez passer du temps avec eux, voilà. C'est ça, globalement, les qualités, l'apprentissage. Je crois pas qu'on ait tellement parlé de supervision. C'est un hasard ou pas? C'est juste que tu m'as pas posé de question. Le métier a une déontologie, je dirais. Et dans la déontologie, un coach est obligé de faire reposer sa pratique sur 3 piliers. 1, le travail sur soi, donc notamment le travail thérapeutique. 2, la formation continue. 3, la supervision. La supervision, quand on est un jeune coach, c'est surtout être aidé pour fabriquer des plans d'intervention. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension technique qu'on acquiert avec le temps. Et tout d'un coup, j'ai un client qui me demande ça, je ne sais pas écrire la proposition commerciale. Et c'est quoi l'enjeu, etc. Et dans mes groupes de supervision que j'anime, j'essaye de générer finalement une dynamique d'intelligence collective, justement avec les processus que je décris dans le premier bouquin. Et donc de créer cette dynamique de coopération pour que le complexe de l'imposteur du commençant ne soit pas l'équivalent d'une vague tsunamesque, c'est-à-dire une angoisse qui ne soit pas gérable. Et puis après, on se rend compte que la supervision devient une espèce d'écologie de « j'ai besoin d'un regard extérieur ». J'ai forcément des angles morts et c'est consubstantiel au fait d'être humain. Nous n'avons pas une vue 360 degrés comme la plupart des hiboux. La supervision devient une hygiène de « je demande à quelqu'un de me regarder ». Alors je vais prendre un exemple personnel parce que j'étais en supervision avec Jacques-Antoine Malravitch, c'était lui mon superviseur. En tant qu'enseignant, je fais passer des certifications de coach professionnel et j'avais une difficulté avec quelqu'un. Je voulais présenter ce qui s'était passé pendant la certification. Première question de Jacques-Antoine. Non mais Jérôme, on peut se le dire, on est entre nous, tout le monde est certifié. Ah, je lui dis non, pas du tout. Le pourcentage, c'est entre 82 et 85% des gens qui suivent la formation qui sont certifiés. Donc la question était super confrontante. Et puis, une autre personne dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Et je raconte tout ce qui s'est passé. Et Jacques-Antoine me dit, tu voulais la certifier ou pas? Et là, je suis parti dans une explication. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand même 5 minutes pour dire oui, c'est long. Moi, ça me pose question. Bam! Ça a été extrêmement confrontant parce que je me suis dit, mais à bien y regarder, si je mets tant de temps pour répondre oui ou pour répondre non, je connais la théorie. Tout autre mot que oui vaut un non. J'ai mis du temps pour dire oui et il suffisait que je dise oui. Et j'avais un doute, quoi. J'avais tous les éléments techniques pour savoir que j'étais pas au clair, mais une seule question de quelqu'un qui me prend par le côté me dit, bah tu vois là, t'es pas complètement aligné. Et ça, quelle que soit l'expérience, c'est un incontournable. Ok, tu veux bien tirer un autre petit papier? 21. Avec à peine 10% des coachs formés qui vont vivre du coaching, est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à former des coachs? Pour moi, je forme pas des coachs. Il se trouve que je veux former à un cheminement qui vise à ce que les personnes deviennent rayonnantes et excellentes. Il se trouve que pour ça, j'ai besoin d'un alibi. Et l'alibi, c'est le métier de coaching parce que j'adore ce métier-là. C'est un métier qui est absolument passionnant parce qu'on rencontre des gens, c'est passionnant parce qu'on se comprend mieux soi-même. J'ai la passion d'accompagner des gens sur ce chemin-là. Et donc moi, je ne forme pas des coachs qui vont être des SDF du coaching. Je leur dis, je vous forme pour que précisément vous puissiez faire 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires en tant qu'indépendant. Parce que ma conviction, c'est que le besoin de transformation, il est massif. Et il est massif en regard des constats que je fais. Donc c'est pas l'abondance de coachs qui crée le problème, c'est l'abondance de mauvais coachs. C'est-à-dire de coachs qui n'ont pas assez travaillé leur position et qui n'ont pas assez travaillé leur posture. Et c'est quoi ta vision de la situation avec France Compétences qui suspend le RNCP aux écoles et qui du coup empêche les candidats qui veulent se former d'avoir un financement partiel ou complet avec le CPF, concrètement de la formation? Le CPF, normalement, il est automatique si on est 1, certificat LEPI, 2, la formation est enregistrée au RNCP. Donc c'était comme ça jusqu'en 2021. À partir de 2021, il a fallu se regrouper sous l'égide du CIMAX, le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, pour avoir une parole unique vis-à-vis de France Compétences, qui est finalement l'entité qui représente le gouvernement pour dire oui ou non, on reconnaît les formations que vous faites au travers d'une certification qui est unifiée, on reconnaît si oui ou non ça correspond à une formation d'un vrai métier dont on peut vivre. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat.
Je trouve que le discours autour du RNCP est un discours qui est totalement cosmétique. Ça n'est pas le fait que le métier soit reconnu par l'État, qui n'est pas spécialement compétent pour le déclarer tel, qui fait qu'on est bon coach. Il y a des très bonnes formations qui pourraient ne pas rentrer dans les trous Fisher-Price du RNCP et néanmoins former des personnes pour accompagner. Le RNCP, c'est fait pour rassurer celui qui va rentrer dans la formation parce qu'il se dit, puisque c'est reconnu par l'État, alors ça veut dire que c'est une bonne formation et que ça a une valeur. Mais quand une formation de 12 jours est déclarée RNCP et que moi ça correspond à une formation de 51 jours, on ne parle pas du même métier. Et pour autant, la reconnaissance est strictement identique. Donc il est où le bug ? Il est dans le fait que nous ne sommes pas là pour prouver que le métier est professionnel. Nous sommes là pour rassurer ceux qui, 1, vont se former, 2, vont faire appel en tant que service public à des professionnels qu'on appelle des coachs professionnels. Il faut avoir passé une certification enregistrée au registre national des certifications professionnelles si on veut travailler au ministère de l'Éducation, de l'Armée, etc. C'est-à-dire dans un service public. La plupart des entreprises privées ne regardent pas que la personne ait passé, entre guillemets, un bac RNCP. Le deuxième problème, c'est qu'on lie la qualité de la formation à son financement. Il me semble tout à fait pertinent de dire on va reconnaître le métier sans nécessairement le lier à un financement. Parce que dans ces cas-là, c'est extrêmement dommageable parce que ça voudrait dire que la formation qui n'est pas RNCP, ne pouvant pas avoir de financement, n'est pas une bonne formation. Mais ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a une hypocrisie absolument formidable. Aujourd'hui, France Compétences essuie un déficit de 13 milliards d'euros. Et donc, il est en train d'expliquer que ce qui a été cotisé par l'entreprise au nom du CPF, où tout d'un coup, on dit « l'entreprise cotise pour toi, mais tu sais quoi, tu vas pas avoir le droit d'utiliser ça pour te former à ce à quoi tu désires te former ». Mais c'est malhonnête. C'est comme si des parents disaient à leurs enfants « tu vas cotiser de l'argent, et puis tout d'un coup, on va décider d'utiliser ta tirelire pour payer la bouffe ». On est donc dans un discours fallacieux, c'est épouvantable. Mais dire objectivement que France Compétences essuie un tel déficit, moi je me pose quand même un peu des questions sur la compétence de la gestion de ces instances-là. Il y a une telle profusion de formations qu'avec le robinet de l'argent public qui s'arrête, ça va forcément avoir un impact. Et cet impact, il va être sain. C'est-à-dire que j'ai couru après la conformité. Quand je suis passé certifié Calliope en octobre 2021, j'ai écrit un document de 295 pages de procédure. Ça m'a pris un temps effrayant. Maintenant, j'ai une assistante qui est dédiée à mi-temps à s'occuper de Calliope. Moi, je dis souvent, je forme pas des coachs, je fais des carrières Hermès. En plus de 15 ans, j'ai 18 promotions, ce qui n'est pas énorme, avec une moyenne de 12 à 15 personnes. 72% de ces coachs sont aujourd'hui installés et gagnent leur vie. C'est parce que je les ai fait bosser, d'une part. Et d'autre part, moi, ce que je veux, c'est accompagner des gens pour qu'ils soient debout, rayonnants et excellents. Il se trouve que pour faire ça, je leur apprends un métier. Tant mieux. Mais au-delà même du métier qui soit reconnu ou pas, il y a une transformation que je propose aux gens, à la fois dans leur posture et dans leur position, qui vaut le coup d'être vécue. Le fait qu'il n'y ait plus accès au CPF va conduire les personnes à se responsabiliser par rapport à leur propre formation. Ils vont arrêter d'être dans une dépendance financière par rapport à papa État. C'est-à-dire, non, je ne pourrai plus utiliser mon CPF pour suivre cette formation-là. La formation, quand on les fait totalement, c'est entre 18 et 20 000 euros. C'est le coût d'une voiture neuve. J'essaye d'accompagner les gens pour qu'ils incarnent ce métier et qu'ils aient du plaisir à l'incarner. Et je leur dis, mais grosso modo, avec 3 à 4 coachings, vous aurez remboursé votre investissement. Alors pour faire une transition vers la suite de notre entretien, je te propose une pause musicale et pour cela, il faudrait que tu choisisses entre les numéros 32 et 33 qui correspondent à des choix musicaux que tu m'as indiqués en amont. 33. Écoutons l'extrait musical que tu as choisi sans savoir de quoi il s'agit d'ailleurs.
Il s'agit de la symphonie numéro 7 en La majeur, opus 92 du compositeur allemand Ludwig van Beethoven. C'est une de ces 9 symphonies pour orchestre symphonique en 4 mouvements, composées entre 1811 et 1812. Pourquoi ce choix, Jérôme ? Quand ma maman n'allait vraiment pas bien, elle menaçait le dimanche de se suicider. Mon père essayait de calmer un peu les esprits, on lui donnait du Valium. Ça se calmait et immanquablement, mon père mettait de la musique classique. Moi j'ai fait 7 ans de piano classique et j'exécrais la musique classique parce que c'est un ancrage. Donc dès que ça vient, il y a tout l'affect qui remonte. Et donc tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la musique classique me remettait là-dedans. Et alors que j'étais aux États-Unis, donc je faisais mon MBA, j'ai un pote qui était français aussi, et il me dit il faut vraiment que je te fasse écouter cette 7e symphonie, 2e mouvement de Beethoven. Et là, ça a été comme une révélation. Alors j'ai appris beaucoup plus tard que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'était désolidarisé. Et quand on écoute ce mouvement, on sent à la fois la gravité, mais aussi une espèce de majesté. Je me suis dit, bien après, le fait d'aimer cette musique, c'est comprendre la gravité ou la densité de ce que j'ai vécu enfant, mais c'est de ne plus en souffrir et de trouver ça beau. Le blocage que j'avais par ancrage négatif faisait que je ne pouvais pas accéder à la beauté de ce qui avait été fait. Je n'arrivais pas à le décontextualiser. J'ai choisi ça précisément pour dire que la désolidarisation fait que tout d'un coup, il y a une eau pure qui peut repasser intérieurement. C'est une respiration de quelqu'un qui a été asphyxié. Alors le 2e mouvement, Allegretto en La mineur, est le plus universellement connu de la symphonie. Il a d'ailleurs souvent illustré des scènes de cinéma dans la 2e moitié du XXe siècle et dégage toujours la même intensité émotionnelle. Bien qu'il soit marqué Allegretto, c'est-à-dire dans un tempo assez rythmé, assez rapide, il s'agit d'un mouvement lent et l'indication métronomique du compositeur est rarement respectée. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je vais parler du théâtre. J'ai été faire un week-end de théâtre d'improvisation. Et je suis un très mauvais improvisateur. En fait, j'ai envie d'être dans l'interprétation d'un texte pour l'incarner à ma façon. Et donc, appliqué à la musique, le fait de choisir le rythme, c'est véritablement l'interprétation. L'auteur qui va interpréter ce 2e mouvement va inoculer quelque chose qui relève de lui-même. Le texte est au comédien, d'une certaine manière, ce que chacun doit pouvoir incarner. Comment tu interprètes ta propre vie, dans l'interprétation du sens, mais aussi comment tu la joues, quoi. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut accepter potentiellement que quelque chose dont on est l'auteur puisse nous échapper ? Il y a une désappropriation de ce qu'on crée pour que l'autre s'en saisisse. Après avoir écrit ce roman entre 19 et 29 ans, en 2016, donc plus de 25 ans plus tard, j'ai décidé d'en faire un audiobook. Et donc j'ai fait appel à des comédiens qui étaient encore dans leur formation classique. Et quand ils ont prêté leur voix au rôle et au personnage que j'avais créé, ils ont créé une œuvre qui dépassait très largement la représentation que j'en avais. Je me suis mis à pleurer à des moments. Je me suis dit, mais sublime ce que j'ai écrit, quoi. Alors je te propose de passer à la suite et notamment avec l'évocation d'un livre qui n'a rien à voir avec le coaching. Pour notre entretien, j'ai choisi le roman graphique Nina Simone en BD sorti aux éditions Petit à Petit en février 2023. Dans ce bel album, on découvre la jeunesse de Nina Simone, puis son ascension et son engagement pour la cause des Afro-Américains dans les États-Unis rongés par la haine et le racisme. Grâce à ces petites tranches de vie illustrées, il y a une vingtaine de chapitres, on comprend justement comment est né et a été nourri cet engagement au fil des années. Le travail documentaire réalisé par Sophie Adriensen rend la lecture absolument géniale. Et côté dessin, il y a autant de dessinateurs que de chapitres, c'est-à-dire 22. C'est parfois un peu déroutant d'ailleurs. Mais en même temps, cela souligne la multiplicité des talents de l'artiste. Femme libre, à la fois bisexuelle et bipolaire, elle a incarné autant la modernité que la liberté. L'engagement, Jérôme, ça te parle ? Oui, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Le problème dans ma famille, c'est que l'engagement était grave. C'est-à-dire, qui dit engagement dit prise de tête. L'engagement qui a été mon modèle, c'était l'engagement de mes parents, notamment dans l'animation liturgique au sein de ma paroisse, etc. Et donc, ils avaient un engagement chrétien très très intense. Et donc pour moi, l'engagement, il est soit politique, pour le bien de la cité, il peut être social, il peut être spirituel, etc. Donc qui dit engagement dit un cadre.
On peut s'engager, par exemple, dans la réalisation, le montage d'une pièce de théâtre. C'est un peu moins prise de tête quand même. On s'engage pour 1 an. Dans l'engagement, il y a aussi la sincérité. Je suis quelqu'un qui a une grande valeur, c'est la sincérité qui s'adjoint l'authenticité et implique je suis capable de rendre compte de ce pourquoi je m'engage, et donc c'est un bénéfice. C'est quoi mon bénéfice ? À travers cette saga pédagogique de coaching global, est-ce qu'il n'y a pas un acte d'engagement par rapport à la volonté de transmettre, d'expliciter, mais aussi de définir un cadre sécure, fiable, etc. Oui, c'est évident. En fait, mon engagement, c'est essayer toujours par cette collection de définir un chemin d'unification avec le développement personnel et le développement professionnel aux différents niveaux dans lesquels nous habitons peu ou prou. Le collectif, l'individuel professionnel, l'individuel personnel, voire l'existentiel et le spirituel. Autrement dit, il y a un engagement à rendre compte de ce qui a fait ma vie. Et j'ai envie de dire, j'écris d'abord pour moi, parce que c'est ma manière d'intégrer et de pouvoir structurer ma pensée, et tant mieux si ça sert les autres. Donc oui, il y a une fidélité, il y a un engagement à ça, parce que en fait, la ligne éditoriale correspond à une posture existentielle. Comment je m'unifie intérieurement ? Au fur et à mesure du temps qui passe, je lis des bouquins, je m'enrichis, je me forme, etc. Donc c'est de plus en plus étoffé, mais je reste fidèle à ce besoin de mettre en mots pour proposer et rendre compte d'un chemin. Tant mieux si ça sert les autres. Mais du coup, en t'écoutant, je me demande dans quelle mesure le fait que dans ton école, tu choisis d'avoir un nombre limité de personnes que tu formes, est-ce que c'est pas un moyen finalement de transmettre un cadre de référence pédagogique à toutes celles et tous ceux que tu pourras pas former toi-même, à travers l'écriture de ces livres, en tout cas une forme de manuel? Oui, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a quelques manuels de référence. Je pense notamment au bouquin de François Délivré, Le métier de coach. Il a été le premier à essayer de rendre compte avec beaucoup de talent et de capacité de compter ce qu'est ce métier. J'ai lu ce bouquin et je me suis dit, formidable. Simplement, son talent narratif ou de narrateur masque tout le niveau technique dont les gens ont besoin. Donc je me suis dit, je vais pas écrire une histoire, mais je vais écrire un manuel de référence qui pourra être utilisé précisément comme un dictionnaire. Alors une dernière question par rapport à ce roman graphique que moi j'ai trouvé vraiment de grande qualité. Intrinsèquement à la vie de cet artiste, il y a vraiment en filigrane la liberté. Dans quelle mesure la liberté est, au fond, un objectif sous-jacent récurrent à tous les coachings ? Ken Wilber explique comment on grandit. Il dit, la croissance, ça passe par 3 étapes. Une étape fusionnelle, une étape de différenciation et une étape de communion. Qu'est-ce que c'est l'étape fusionnelle ? C'est très facile de l'expliquer avec un bébé. Le bébé, il est dans le ventre de la maman et on ne peut pas dire qu'il est viable au point d'être différencié de sa maman. L'état initial est un état de fusion, un état de symbiose. J'ai absolument besoin de toi pour exister. Puis, il y a un moment donné où on va se séparer. Et la première séparation, une fois qu'elle a été physique, elle devient émotionnelle. C'est-à-dire que je me mets à différencier mon émotion de ton émotion. Ce passage de différenciation émotionnelle après la différenciation physique est déjà beaucoup plus sophistiqué en termes de développement du cerveau et des synapses, etc., que la simple différenciation physique. À chaque différenciation, c'est-à-dire à chaque niveau de croissance, Ken Wilber explique qu'il peut y avoir un accident de parcours. Typiquement, quand on a des gens qui sont borderline ou qui sont des grands psychotiques, si vous déplacez un objet dans une pièce de quelqu'un qui souffre de cette pathologie et il hurle parce qu'il a l'impression que vous lui arrachez un bras, cet état de fusion doit se séparer physiquement, émotionnellement, psychologiquement, conceptuellement. À chaque passage de différenciation, on a une énorme tentation qui est de dire « ça y est, je me suis différencié de l'autre, moi c'est moi et toi, tais-toi. Tu es toi parce que je suis moi. » Du coup, cette différenciation peut devenir l'objectif final. L'objectif final, c'est la communion. La différence entre la fusion et la communion, c'est que dans la fusion, il n'y a pas de je et de tu. Il y a une unique entité. Tandis que dans la communion, il y a je, il y a tu et donc il y a un nous. Avant la communion, il ne peut pas y avoir de nous. Le mouvement de la liberté est un mouvement différenciant. C'est pour ça que maintenant, je reviens à ta question. Dans toute démarche de coaching, oui, nous allons mettre en place ce qu'on appelle la symbiose transitionnelle résolutoire pour que, fort de cette relation qui a des éléments fusionnels, bien évidemment, va permettre à la personne de grandir en sécurité, de constater qu'elle ne sait pas faire ça et de ne pas avoir peur de ne pas savoir le faire, puisqu'il dit qu'il ne sait pas devant une personne qui ne va pas le juger.
Donc cette relation extrêmement cocooning est l'étape 1. Puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va avoir envie de se libérer de ses figures tutélaires. Le coach est une figure tutélaire transitionnelle qui à un moment donné doit s'en aller. Alors comment ça se manifeste ? La personne vient plus au rendez-vous de coaching. Et donc la grosse tentation, c'est de dire puisqu'il veut plus venir, je vais pas lui imposer. Attention. Il faut au contraire créer la rencontre pour qu'on prenne conscience de cet acte fondateur de « je me libère de ce qui est devenu une tutelle dont je ne veux plus ». Et donc on va modéliser finalement une étape de croissance absolument fondamentale, mais là où c'est le plus difficile, c'est d'aller au-delà de la liberté, puisque la liberté, c'est un acte de « je me sépare » et c'est incontournable pour grandir. Mais après, il y a un acte de « je reviens en communion » et la communion, c'est le « nous ». Dans le coaching, il y a toujours ce temps extrêmement privilégié où finalement les deux parties prenantes vont être authentiquement en parité. Et comment ça va se manifester ? Ça, c'est extrêmement bien décrit par tous les écrits sur la prise d'autonomie. Il y a un moment très important où tout d'un coup, la personne qui est l'accompagnée va dire à l'accompagnant « Tu sais, tu devrais prendre soin de toi quand même ». Il y a comme quelque chose qui est inversé, où le grand reste grand, mais il devient le petit du petit d'avant. C'est-à-dire, alors qu'au départ, il y a une relation de dépendance, on va amener la personne, moyennant la contre-dépendance, à devenir indépendant, jusqu'à l'interdépendance. La liberté se situe au niveau de l'indépendance. Et les tentatives de libération, qui sont contre-dépendantes, sont constitutives de cet état de libération. Mais après, il faut transformer cette liberté en responsabilité. C'est le propos de Viktor Frankl, où il dit, à l'est des États-Unis, vous avez construit la statue de la liberté, mais il vous reste tout un continent à traverser pour construire à l'ouest la statue de la responsabilité. Engager sa liberté dans une responsabilité, c'est une transformation. Ce à quoi correspond finalement le coach, c'est l'accompagnateur qui accompagne cette progression qui est quasiment initiatique. Et d'un point de vue scripturaire, c'est-à-dire dans la Bible, ça correspond au livre de Tobie. L'ange Raphaël va accompagner Tobie le fils dans un processus initiatique pour qu'il assume complètement sa liberté et qu'il puisse revenir vers son père et, moyennant le fiel qu'il a pris dans un poisson, le poser ce fiel sur les yeux de son père qui était aveugle pour qu'il retrouve la vue. Dans la responsabilisation, très paradoxalement, il y a une vertu que gagne l'accompagné, c'est de pouvoir aider l'accompagnant là où il a son angle mort. Et donc, la difficulté pour le coach, c'est de dire « je me reconnais dans cette parité où, à bien des égards, tu es plus grand que moi ». Et quand moi j'ai des étudiants qui me disent « Jérôme, ton truc, faudrait quand même que je t'explique comment faire du business », je dis « welcome », parce que c'est pas mon talent premier. Mais je les ai accompagnés justement pour qu'ils soient dans une vraie parité. Et la parité, finalement une espèce de communion, c'est le seul moyen de faire durer la relation au-delà des 5-6 ans fatidiques ou des 5-6 mois fatidiques pour que la personne devienne autonome. Parce que si elle ne devient pas autonome, si elle n'est qu'indépendante, elle se libère, alors la relation ne pourra pas perdurer au-delà de « j'ai été ton prof » ou « j'ai été ton coach ». Où j'ai été ton père. Il y a un moment donné où il faut pouvoir appeler son père par son prénom. Tu cherches avant tout à favoriser la communion chez l'autre, que ça soit le collectif ou l'individu. Absolument. Moyennant le chemin où je suis dans le dispositif un chaînon qui relie. Et qui relie du verbe relier, mais relire aussi l'histoire de sa vie, relire le scénario qu'on a envie de continuer, en étant exonéré des croyances limitantes qui fait qu'on a la vie de merde qu'on vit et dont on se plaint. Quelle est la place de la spiritualité dans tes accompagnements ? La place de la spiritualité, elle est essentielle et complètement seconde. Elle n'est jamais secondaire. Elle est essentielle, c'est-à-dire que moi, intérieurement, ce que je dis, c'est je vais créer l'alliance des princes, c'est-à-dire créer cette alliance où l'autre est inconditionnellement positif. Et donc, alors moi, j'ai une anthropologie chrétienne, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est profondément réconcilié avec lui-même, réconcilié avec le ciel, qui s'assume, qui a des dons particuliers. Donc, j'ai un regard en termes d'anthropologie qui s'inscrit dans une confession et qui s'inscrit dans une spiritualité. Mais à aucun moment, j'ai besoin de le dire. Parce que si je le dis, je suis souvent pris comme un prosélyte. Moi, j'essaye de prouver rien du tout. Simplement, ce qui est certain, c'est que dans ma pédagogie, il y a beaucoup de textes de l'Évangile que j'ai pas mal médité en disant « mais quelle est la fine pointe pédagogique de ce texte ?»
Et donc j'utilise des ressorts pédagogiques que j'ai identifiés dans la formation spirituelle que j'ai reçue, la lecture quotidienne de l'écriture, etc. Donc je vais bien emprunter ça, mais je n'ai pas besoin de le nommer. Et à tout moment, je suis capable d'en rendre compte en disant « je fais ça comme ça parce que ça, et vous pourrez trouver ça à tel et tel endroit ». Je ne suis pas un gourou au sens occidental du terme. Je suis quelqu'un qui, à tout moment, peut rendre compte de ce qu'il fait avec des outils, etc. Donc, encore une fois, je n'utilise pas les outils de ce champ-là. Mais j'ai un regard qui va plus loin que le simple regard de mon anthropologie managériale, ça c'est clair. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de présence inhérente à l'accompagnement, tel que tu le conçois ? Oui, enfin j'aimerais qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que je suis habité et il y a certains trucs où je me dis ça va se passer comme ça, parce que ça se passe comme ça dans l'Évangile. Je reconnais des schémas d'évolution et de croissance qu'on va retrouver dans n'importe quel champ. Et ça, je dois dire que c'est jubilatoire, parce que d'une certaine manière, je vois bien ce qui sous-tend la dynamique de transformation du texte, et je m'aperçois que si je regarde la dynamique de transformation que je mets en place, avec d'autres outils, c'est le même résultat. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a ce regard particulier qui est le regard d'une certaine spiritualité dont je peux rendre compte. Pour moi, c'est essentiel. Parce que si je n'en rendais pas compte, alors c'est dangereux, alors c'est suspect. Parce que ce qui est premier, c'est quand même la liberté de l'autre, et moi, je suis pas là pour prouver ou pour vendre quoi que ce soit. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça me permet de regarder la personne au-delà de ce qu'elle dit. Alors, je te propose à présent de passer à l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ? Celui de demain. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné et ou supervisé d'ailleurs un client ? Comment gérer mon fils qui est hyperactif ? C'était pas du tout prévu et il me dit mais avec cet outil-là c'est génial, je vais pouvoir apprendre à parler avec mon fils qui est hyperactif. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients et ou tes élèves disent de toi ? C'est un super pro et la cerise sur le gâteau, c'est quand il fait ça on voit qu'il est aimant. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative du coaching ? Celle de démissionner. Je n'ai pas la compétence de faire ça. Alors, je veux bien, par contre, accompagner le président, d'être celui qui écoute, celui qui challenge, celui qui est le sparring partner. Quelle est ta perception de l'évolution du coaching en France et quelles sont les dérives qui éventuellement t'inquiètent ? La première évolution, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une professionnalisation évidente. J'ai beaucoup partagé et participé à des réunions avec le groupement des 19 écoles qui ont réfléchi à comment être un interlocuteur vis-à-vis du CIMAX. Et donc, j'ai senti la professionnalisation et j'ai senti l'évidente intention de tous les gens que j'ai côtoyés à créer une espèce de prise de conscience où il est essentiel que chacun se responsabilise. Donc ça, c'est le bon côté. Le côté qui m'inquiète, qui est assez paradoxal, c'est qu'on puisse continuer à inviter la petite fille de Louis de Funès pour justement décrier ce qu'elle prétend connaître, alors qu'elle ne le connaît pas. Donc là, tu parles du coaching bashing qui sévit en France depuis quelques années. On ne pourra jamais enlever les dérives d'un coaching que j'appelle la malbouffe du coaching. Les managers et les dirigeants, ils sont pas nés de la dernière pluie. Donc, quand on décrit le coaching comme une procédure qui potentiellement peut mettre les gens sous emprise, mais de quoi on parle ? C'est n'importe quoi. Ça prouve qu'ils connaissent pas du tout le métier et la difficulté du métier. Donc, c'est pas possible. Je suis pas trop inquiet par les dérives. Je suis inquiet par la rigidification de l'État par rapport à ces dérives potentielles, alors même qu'il serait plus intéressant que l'État regarde midi à sa porte et constate que sa façon de passer tout à la mi-vilude, d'une certaine manière, c'est en fait l'expression d'une absence de connaissance, l'expression d'une rigidité. Et ce qu'on dit en systémique, c'est que le maillon qui domine un système, c'est le maillon qui est le plus souple. Et le maillon le plus souple, c'est celui qui a le plus de cadres de référence. Comme disait Maslow, il disait « quand on n'a qu'un seul marteau, le monde a la forme d'un clou ». Et donc, d'une certaine manière, ce qui m'inquiète, c'est quand les gens disent « le coaching, c'est un marteau », et donc ils ne voient le monde que comme un clou, et ils enfoncent des portes ouvertes. Ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre échange ? Qu'ils aient envie d'essayer de venir, par exemple, tous les mois, je fais une séance de coaching live. C'est entre 18h30 et 20h30, et ce que je fais, c'est que je rencontre à 18h15 quelqu'un au téléphone, je l'accompagne pendant 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, je dis quelle a été ma stratégie et ce que j'ai fait pendant une vingtaine de minutes. Puis après, le temps restant, je réponds aux questions. Donc tu fais du méta pour donner du sens sur les choix stratégiques que tu as mis en place. Absolument. Que maintenant, j'en suis à la 22e édition, que c'est un métier très technique,
Et puis, c'est que c'est un métier où il y a une vraie bienveillance et c'est un métier qui est généreux. À présent, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I blast the range down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. Alors il s'agit de la chanson Africa dans une version de Toto, Tyler Ward et Lisa Simorelli. C'est une réinterprétation qui est sortie en 2019. Pourquoi ce choix, Jérôme ? Quand on écoute d'abord, il y a juste une note prise au milieu d'une mesure. C'est-à-dire ça commence sans qu'il y ait eu de préparation. Exactement comme le coaching. On vous prend là où vous êtes. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La deuxième chose qui parle pour moi de ce métier, c'est la sobriété du piano. C'est-à-dire c'est a cappella et il y a juste un piano. Ensuite, il y a un homme et une femme qui se répondent. Dans le coaching, il faut qu'il y ait une voix masculine et une voix féminine. Le coaching vise à être profondément à la fois nourricier, on va dire maternel, et très structurant, on va dire paternel, protecteur. Ensuite, je trouve la mélodie absolument extraordinaire. Quand je révisais pour passer mes concours en 83 et 84, j'écoutais Toto en boucle. Très paradoxalement, la difficulté que j'avais à digérer, les maths, l'histoire, l'éco et tout ça, eh bien ça passait mieux avec cette musique-là. Il y avait un ancrage positif. Il y a un ancrage extrêmement positif et c'est très curieux parce que je l'ai toujours gardé. En 2020, un de mes étudiants, il dit « il faut que je vous fasse écouter un truc ». Il nous a fait écouter ça. J'étais fasciné. Parce qu'il y a une technicité du chant et une sobriété de l'accompagnement qui met en lumière l'écho masculin-féminin. On laisse à celui qui écoute la place d'être dedans. Et pour moi, ça incarne très bien le coaching. Le fait que ton choix musical qui incarne ton propre parcours soit une réinterprétation d'un succès d'autrefois et arriver à un résultat qui est tout autre que la version originale. En fait, elle n'est pas tout autre parce que c'est la même mélodie. En tout cas, ça la transcende. Ça la transcende, je suis d'accord. Et du coup, ça va permettre de rencontrer des gens qui sont touchés et la personne pourra revenir à la source en disant « Putain, c'était bien ». Jérôme, après 2h55 d'entretien, qu'est-ce que tu ressens ? Que je pourrais continuer. J'ai passé un moment extrêmement agréable où j'ai parlé d'un métier que j'aime énormément. Alors avant de clore notre entretien, je vais rappeler les titres de tes livres dans la collection Coaching Global chez Afnor Éditions. Le premier volume qui s'appelle « Accompagner les enjeux d'un monde en mutation ». Le tome 1 du volume 2 qui s'appelle « Fondamentaux du coaching et accompagnement de managers ». Et le tome 2 du volume 2 qui s'appelle « Accompagnement de dirigeants et coaching d'équipe ». Et je vais également reciter le roman graphique Nina Simone en BD, sorti aux éditions Petit à Petit en février 2023. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir accepté mon invitation à retracer ton parcours de coach. Merci beaucoup, David. C'était vraiment super. Parcours de coach. Merci de votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoachs.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.